Bonjour à tous et bienvenue au deuxième 18-20 pédagogique organisé par le pôle d'appui et de ressources handicap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Moisset, que je vais rapidement laisser la parole. Le chat est ouvert pour répondre à toutes les questions durant cette intervention. Donc, je remercie vraiment Pierre Moisset pour donner du temps à ce thème très important. Voilà. Merci Pierre, la parole est à vous. Merci. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose ce soir d'aborder la question de la parentalité à travers effectivement des termes qu'on n'accole pas forcément rapidement avec ce concept. Je vais vous parler de création et de destruction de parentalité, ce qui va surtout nous permettre par un effet de décalage je l'espère, en tout cas c'est ma conception, c'est une idée que je mets à l'épreuve depuis un certain temps, de regarder la parentalité un petit peu autrement qu'à travers la question du soutien ou de l'accompagnement, mais comme étant une compétence qui n'est pas tant présente au sein des parents que circulante autour des enfants et donc auprès des parents également, mais pas que. Ce qui permet aussi de questionner le positionnement des professionnels dans leur rapport aux parents, autrement qu'en termes justement de soutien ou d'accompagnement, mais qu'on pourrait appeler d'une certaine façon de co-création, si on veut appeler ça de parentalité quand ça concerne les parents, mais co-création, on va dire, d'une compétence éducative autour des enfants, en l'occurrence des jeunes enfants. Pour vous évoquer cela, excusez-moi, petite perturbation de mon côté. Je vous propose donc, alors juste, excusez-moi, également pour vous préciser depuis quel point de vue je vais vous parler de tout ça, pour me présenter très rapidement, je suis donc Pierre Moisset, sociologue consultant auprès des différents acteurs des politiques sociales et familiales, spécialisé sur la petite enfance depuis donc une vingtaine d'années, ce qui m'a permis d'aborder ces questions de parentalité et de circulation de parentalité autour des jeunes enfants, tant du point de vue, on va dire, des parents que du point de vue, ou en tout cas, depuis les pratiques professionnelles des différents accueillants de la petite enfance. Donc, pour commencer, pour rentrer dans le sujet, je vous propose un graphique bien austère pour commencer, mais néanmoins très illustratif parce que s'y trouve beaucoup de choses. Celui qui, je l'espère, s'affiche sous vos yeux actuellement avec cette série de points bleus et rouges, hein, vous pouvez confirmer que vous le voyez bien, sur la question du ressenti de parents. Là, vous avez un graphique qui s'intitule sobrement Happiness of Mothers and Non-Mothers by Country and Level of Development. Le niveau de bonheur des femmes mères et non-mères par pays et niveau de développement. Avec donc l'axe horizontal des abscisses, vous avez le Human Development Index 2012. Donc, c'est l'indice de développement humain qui synthétise des questions économiques, de santé et éducatives, donc plutôt de prendre uniquement le PIB comme le niveau de développement des pays, on l'aborde avec des aspects multidimensionnels, avec notamment des questions sanitaires et des questions éducatives au niveau des moyens d'éducation de la population concernée. Et l'axe les ordonnées, l'axe vertical, c'est donc le niveau de bonheur, alors je vais vous expliquer ça, déclaré par les femmes qui sont, alors les points rouges, c'est les femmes qui ne sont pas mères, et les points bleus, c'est les femmes qui sont mères. Et pour chaque pays, donc là, c'est un graphique produit par... on me dit déjà de parler plus fort et moins vite. D'accord, bah, écoutez, j'ai parlé moins vite déjà, j'ai aussi parlé plus fort. N'hésitez pas dans ces remarques à me faire retour, hein, sur l'élocution. Je sais que je parle chroniquement trop vite. Donc, ce serait dommage que je passe mon temps, comme on n'a pas un contact direct, à être à moitié compréhensible. Donc, pour reprendre, hein, chaque pays a deux points. Donc, si vous regardez tout à gauche, vous avez AL, qui veut dire Albanie. Vous avez le point bleu des mères, et puis plus haut, le point rouge des non-mères, des femmes non-mères. Ce qui veut dire que, par exemple, en Albanie, alors, le niveau de bonheur, comment il est obtenu? Donc là, on est sur des grandes enquêtes internationales. On n'a pas une échelle de bonheur, on propose de 0 à 10, comment êtes-vous heureux aujourd'hui, mais par une série de questions que l'on pose aux personnes. On synthétise un indice de satisfaction dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique? C'est, si vous regardez les deux flèches bleues, enfin les deux droites bleues et rouges, bon, on a un premier phénomène, c'est que plus les pays ont un niveau de développement humain élevé, et plus en moyenne, les femmes mères et non-mères ont un niveau de satisfaction dans la vie élevé. Donc là, rien de très surprenant.
avec un niveau de développement des infrastructures, des politiques publiques, mais également de niveau de consommation qui s'élève. Les femmes, comme les hommes d'ailleurs, sont plutôt plus heureux. D'accord. Par contre, il y a un point plus intéressant, et vous voyez avec les deux droites rouges et bleues, c'est que quand on est dans les pays, justement avec l'indice de développement humain le plus bas, les femmes qui ne sont pas mères sont globalement plus heureuses que les femmes qui sont mères. Et cette relation s'inverse. C'est pour ça que les deux droites se croisent en plein milieu du graphique. Cette relation s'inverse quand on passe un certain niveau de développement humain. C'est-à-dire qu'à passer un certain niveau de développement humain, ce sont les femmes mères qui deviennent plus heureuses que les femmes qui ne sont pas mères ou pas encore mères. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est là que c'est pour ça que ce graphique, malgré son austérité, je tiens toujours à le mettre, y compris pour parler de choses aussi intimes, si on veut, ou aussi qualitatives que la question de la parentalité. Parce que en fait, comment on peut interpréter cette relation? C'est qu'avec le niveau de développement humain, on a aussi un niveau de développement des services publics qui se met en place dans les différents pays, et notamment des politiques de la petite enfance, y compris par rapport à leurs différents types de portage au niveau national. Et ce qui fait qu'en fait, on est de plus en plus heureux en tant que femme quand on devient, et que l'on devient mère, que l'on est dans un pays où on peut, entre guillemets, être mère, mais pas que mère. C'est-à-dire qu'on n'est pas rabattu sur sa maternalité ou sur sa maternité, sa parentalité, parce qu'il y a des possibilités offertes au-delà de la famille, au-delà des réseaux de proximité, des réseaux d'entraide de proches. Il y a des possibilités offertes pour faire accueillir son enfant. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'utiliser une enquête internationale comme ça, parce que là, vous avez plein de pays très différents, hein, entre la Hongrie, la Bulgarie, l'Albanie, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, l'Islande, la Norvège. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de pays, la France, hein, que vous voyez apparaître vous laissez retrouver la France, elle est un peu vers la droite, pas si loin du centre du graphique. Bref, vous avez tout un tas de pays comme ça. Ça nous donne à avoir une relation qui est valable internationalement dans des pays qui aujourd'hui partagent au moins comme culture commune cette question cette modernité qui consiste, qu'on appelle une modernité individualiste, où on est chacun censé pouvoir mener notre propre vie avec nos propres valeurs et décisions. C'est que en tant que parent, on est d'autant plus heureux qu'on a la possibilité d'avoir affaire à une politique publique fournie pour accueillir et accompagner le jeune enfant. Et ça, ce que ça peut dire aussi, ce que ça indique, je trouve de manière un peu macro, comme ça, très très globale, c'est que la parentalité n'est pas qu'une affaire privée, elle est aussi, et centralement, je pense, une affaire publique. C'est-à-dire être heureux en tant que parent, c'est quelque chose qui peut se vivre dans le privé tout en étant construit, étayé, ou en tout cas de large composition publique, au sens de sociétal du terme. Donc voilà pourquoi ce graphique est intéressant, parce qu'il le démontre au niveau international, et il le démontre avec des indicateurs qu'on pourrait juger assez éloignés, mais qui, je trouve, sont finalement assez frappants par rapport à cette question de la parentalité. Donc, comme pour résumer, comme je l'indique sur la gauche de la diapo, être parent, est-ce que c'est être heureux? Oui, mais donc ça dépend, premier instant, du niveau de développement humain, ce qui est encore plus net pour les femmes que pour les hommes, vous n'avez pas de graphique pour les hommes, et cela dépend, concernant les femmes, de l'existence de modes d'accueil des jeunes enfants et de possibilités de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Donc on est heureux en tant que parent quand on a la possibilité, particulièrement pour les femmes dans nos différents pays, de ne pas être que parents. Continuons. Alors, si je peux passer à la diapo suivante. Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a fait ce grande introduction, on va dire, au niveau international, centrons-nous un peu plus sur ce que c'est qu'être le ressenti des parents aujourd'hui. Parce que là, si on parle parentalité, tâchons de voir finalement aujourd'hui les parents, les personnes en situation de parents, pas uniquement de jeunes enfants, que disent-ils de leurs conditions et de leur vie de parents. Ce qui ressort, donc là, je vais vous citer différentes données qui sont issues d'études qui sont commanditées par différents types de commanditaires, parfois privés, des entreprises, etc., mais qui portent sur des questions de famille et que la Caisse nationale de l'allocation familiale, régulièrement, elle collationne, enfin, elle recueille tous ces différents sondages pour les mettre dans des grands rapports, pour donner à voir un peu ce qui ressort comme grand portrait du ressenti des parents d'année en année ou tous les 2 ou 3 ans. Et ben, ce qui ressort aussi par rapport à cette question de la parentalité, ce qui semble chronique dans le vécu de parents aujourd'hui, c'est le fait que c'est une mission essentielle et difficile. Donc là, par exemple, on voit les parents d'aujourd'hui ont l'impression de ne pas en faire assez. C'est un sondage Kinder. 40% seulement des parents s'attribuent une note de 8 à 10. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, donc, effectivement, on dit aux personnes, vous, en tant que parents, est-ce que entre 0 et 10, comment vous vous notez vous-même en tant que parent? Donc on pourrait dire 40% qui donnent de 8 à 10, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il y a 60% des répondants qui se sont donnés une note entre 0 et 7.
Et je vous laisse faire l'exercice pour vous-même si vous êtes déjà en situation de parent. Si on se donne 6 ou 7, ce n'est pas anodin en tant que parent, c'est quand même moyen. C'est pas brillant, brillant. Ce qui veut dire que donc vous avez quand même 60% des parents qui ne se jugent pas ni dans le confort ni dans l'excellence en tant que parent, mais peut mieux faire. Et si on regarde un peu ce qui pose question aux parents par rapport à cette sensation de peut mieux faire, ben on a 57% des parents qui culpabilisent de ne pas avoir assez de temps avec leur enfant, avec pour cause de ce manque de temps le travail principalement et les tâches ménagères. Mais alors, donc, un vécu de difficulté, mais on pourrait se dire, oui, mais si dans la vie des personnes, c'est pas si important que ça d'être parent, peut-être que être parent, c'est difficile, mais les gens, finalement, sont plus occupés par leur carrière, leur épanouissement personnel ou que sais-je encore, plutôt que par le fait d'être parent. Eh ben non, parce on ressort aussi de certaines de ces études, le fait que, donc là, comme c'est cité en bas de diapo, plus de 9 parents sur 10 estiment qu'il n'y a pas de plus grand succès dans la vie que d'être un bon parent. Donc c'est une mission essentielle, hein, il n'y a pas de plus grand succès. Et bah, sur cette mission essentielle, on se trouve perfectible. Donc ça donne une tonalité, tout de suite une couleur de ce que c'est que le vécu de parent aujourd'hui, pas catastrophique, c'est pas la débandade, mais on va le dire, on peut le résumer comme c'est important et c'est dur. C'est important et c'est préoccupant. Donc retenons bien là, déjà ces deux premières images. Être parent, ça s'arrime avec une dimension publique assez forte, hein, c'était le premier graphique. Deuxième point, là on voit, être parent, c'est pas facile. Bon, on continue à creuser dans cette question du ressenti de parent. Le ressenti de parent aujourd'hui, encore une fois, donc, qui ressortait, c'est une tâche difficile du fait du manque de temps et de disponibilité psychique. Donc là, on détaille un peu cette question du manque de temps. Le top 3 des choses qui font le plus culpabiliser les parents, donc là, vous voyez, 54% manquer de patience avec l'enfant, avec lui ou elle. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes quand même avec votre enfant, vous êtes comme en relation avec votre enfant, mais vous manquez de patience avec. Alors, qu'est-ce qui peut causer ce manque de patience? Le fait que les enfants, notamment préadolescents et adolescents, posent des questions, ont des comportements qui sont autrement plus problématiques que ceux auxquels on a été habitués nous-mêmes en tant que préadolescents ou adolescents. Alors, ils ne posent pas les mêmes problèmes que nous-mêmes avons eu l'occasion de poser à nos parents. Bref, on leur reste beaucoup plus de marge aussi, il y a un sentiment comme ça, mais aussi par le fait que, ben, du fait du travail, du rythme de vie, on peut être en présence de ses enfants et insuffisamment avec trop peu de ressources, trop peu d'énergie pour faire face aux différents types d'agressions que peuvent représenter les enfants. Agression, quand on parle de jeune enfant, c'est lui-même est mal luné, il pleure beaucoup, vous êtes, bah, c'est pas le moment, c'est pas un soir où vous pouvez supporter ça, et donc vous pouvez vous sentir assez mal en tant que parent de vous retrouver à vous agacer rapidement sur votre tout jeune enfant qui, lui, par contre, est passionné par le fait de pouvoir remettre en désordre votre tiroir à chaussettes. Bah, là, c'est pas le bon moment pour vous. Donc, et ça fait sentir assez coupable. Donc, première chose, le manque de patience. Deuxième chose, effectivement, le manque de temps. Donc là, je ne peux pas se passer durant longtemps avec mon enfant du fait de la gestion de la vie, hein, que ce soit en termes professionnels et domestiques ou personnels. Et troisième chose, être avec l'enfant, mais faire autre chose en même temps. Donc là, on voit encore à nouveau cet effet de saturation qui peut déranger les parents. C'est bah là, je suis avec mon enfant, mais je dois penser à autre chose. Bah, typiquement, on retrouve la situation domestique. Je fais la cuisine ou je range pendant que je sens bien que l'enfant pourrait demander un autre type de relation, un moment de jeu particulier, etc., que je n'arrive pas à lui accorder, pas plus qu'à m'accorder à moi-même. Donc on voit cette tension déjà qui habite la parentalité contemporaine, très en rapport avec la question du temps, donc qui va aussi être en rapport avec une question de la question de la complexification des horaires de travail aujourd'hui, mais qui va également avec une augmentation des exigences des parents par rapport à leur propre relation avec leurs enfants. Bon, juste là, je décline sur cette diapo le fait que ce ressenti de difficulté des parents par rapport à leur propre mission est encore plus fort pour les parents qui sont les plus fragiles, hein, les parents entre 35 et 49 ans, c'est une tranche d'âge sur laquelle on trouve principalement ces difficultés. Donc là, tout ce qui va être petite enfance, enfance, adolescence, qui vivent dans un logement de mauvaise qualité avec de faibles revenus et des restrictions de consommation et de soins. Donc ça n'arrange rien d'avoir en plus de la gêne aux entournures. Ça met encore plus sous tension ces différentes questions que vous avez évoquées. Avant de passer sur cette diapo un petit peu cruelle, puis au regard du fait qu'on est après 18 heures et que là, je vous parle de beaucoup de chiffres, avant d'aller là-dessus, je voulais juste préciser par rapport à cette diapo-là, parce que je ne l'ai pas mis in extenso dans cette présentation,
par rapport à tout ce que j'avais vous évoquer. Ce qui est intéressant aussi avec cette question du manque de temps ressenti par les parents aujourd'hui, et ce qui nous peut en donner une image plus juste, ce n'est pas uniquement le fait que les contraintes des parents ont augmenté depuis quelques décennies, puisque si on regarde la complexification des horaires de travail, ce n'est pas tellement la quantité de travail qu'effectivement son fractionnement, son décalage, les horaires décalés, etc., que je vais réévoquer juste après, qui joue. Par contre, des chiffres contiennent par des études qui ont été menées, par exemple, à 25 euros à 25 ans d'écart entre les différentes vagues, montrent que globalement, dans le quotidien des parents avec plutôt des enfants et jeunes enfants, le temps consacré aux enfants a plutôt augmenté au détriment du temps domestique. On observe une évolution sur les dernières décennies de diminution du temps domestique, principalement pour les femmes, mais aussi un petit peu pour les hommes, au bénéfice, plutôt faiblement pour les hommes et bien plus fortement pour les femmes, du temps consacré aux enfants. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est étonnant parce que les parents passent de plus en plus de temps avec leurs enfants, en proximité avec eux, pour les accompagner dans différentes activités, etc. Donc ils se donnent de plus en plus de temps et ils vivent de plus en plus, ils semblent dire de plus en plus crûment qu'ils manquent de temps avec leurs enfants. Ben, c'est lié aussi c'est un effet ciseau entre la montée du temps effectif passé avec l'enfant, mais la montée encore plus forte d'un sentiment de devoir passer du temps avec son enfant qui se montre là et qui va pouvoir s'expliquer sur, quand je vais aborder un petit peu après, la question de la conception, de l'évolution de la conception du jeune enfant, qui met aussi en question aujourd'hui la parentalité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de parents, alors particulièrement les parents des classes moyennes, mais c'est une norme qu'on considère en sociologie. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu vraiment de remise en question de ça, donc je vous livre tel que moi je la comprends encore aujourd'hui, ce qu'on appelle une norme centrale, c'est-à-dire qui est particulièrement incarnée par les classes moyennes et moyennes supérieures, mais que l'on considère comme étant destinée à se diffuser dans le corps social. C'est une sorte de parentalité plutôt relationnelle, basée sur des activités et des vécus partagés avec l'enfant, plutôt que par un côtoiement avec le fait d'assurer toute une sécurité domestique et matérielle à l'enfant, sans être particulièrement investi relationnellement avec lui. Donc là, on voit s'affirmer chez les parents, donc encore une fois, particulièrement pour les parents des classes moyennes, mais ça touche aussi les parents des classes populaires, le sentiment de devoir être plus présent avec son enfant. Et là, ce sentiment de devoir être plus présent avec son enfant rentre quand même en tension avec les contraintes qui subsistent pour les parents aujourd'hui, contraintes temporelles. Mais néanmoins, ceci étant dit, on observe par ailleurs, et c'est là que vous retrouvez cette diapo avec de multiples pourcentages imbriqués les uns dans les autres, on observe par ailleurs que quand même, ce qui a beaucoup changé dans la vie des parents de jeunes enfants, c'est les horaires de travail. Alors pourquoi je mets cette diapo? Je ne vais pas forcément vous détailler tel quel, c'est assez technique, ils font des pourcentages avec des ensembles de références qui ne sont pas toujours les mêmes d'une ligne à l'autre. C'est que moi, donc je suis sociologue de la famille de formation, et quand on m'interpelle sur les évolutions de la famille, c'est plutôt pour me dire, pour me demander d'avoir un regard sur les évolutions des formes familiales, monoparentales, homoparentales, recomposées, et comment ça a pu changer la donne, puisque ce sont plutôt ces formes-là, ou en tout cas ce sont des grandes figures du changement ou de la dérégulation des familles que l'on a en tête par rapport à ces différents discours médiatiques, et qui permettent d'incarner cette idée que voilà, il y a quelque chose à changer. C'est pas tout à fait pareil que les parents, ça pose plus de questions. Voilà, dites-nous, monsieur le sociologue, qu'est-ce que vous en pensez? Et on passe plutôt par cette idée-là. Et quand moi je regarde les chiffres, de manière un peu prosaïque par rapport aux chiffres disponibles, vous avez à peu près donc 14% des enfants de moins de 3 ans qui vivent dans une nouvelle forme de famille, c'est-à-dire monoparentale recomposée essentiellement. 14%. Par contre, si on suit ces chiffres-là, je vous prends directement la dernière ligne, 23% des enfants de moins de 3 ans ont au moins un parent dont les horaires de travail changent régulièrement, et 16% ont au moins un parent dont les horaires de travail sont alternants. Donc là, j'ai quand même des ensembles plus conséquents parmi les enfants de moins de 3 ans, d'enfants qui sont exposés à des horaires atypiques de leurs parents actifs, plutôt qu'à une nouvelle forme de famille. Donc, et ça, c'est si on considère dans les 3 dernières décennies l'évolution des conditions de vie des familles, notamment et de jeunes enfants, qui est beaucoup plus fort. Ce n'est pas tellement la question effectivement des nouvelles formes de famille, c'est la question de l'évolution du temps de travail des parents. Et donc ça va contribuer, même si je pense que ce n'est pas la raison principale, mais en tout cas elle la nourrit également. Dans cette sensation de tension dans la parentalité, on ne peut pas laisser de côté l'évolution des politiques de l'emploi, qui ont été donc justement avec une dérégulation des horaires de travail pour s'adapter aussi à ce qu'on appelle une société de services, dont on va dire, là, pour prendre un exemple simple pour ce soir, l'exemple paradigmatique, ça va être toute la question de la livraison de la logistique, et par exemple Amazon qui s'est affirmé ces dernières années, avec vraiment des formes de travail intensives, en horaire décalé, etc., qui vient impacter massivement les formes d'emploi, et donc les
forme d'emploi des parents de jeunes enfants, et donc aussi la question des temps familiaux et des temps des besoins d'accueil. Même si ce n'est pas notre objet pour ce soir, en fait, il me semble, pour ce que je peux comprendre jusqu'ici, qu'il y a peu de besoins d'accueil en horaire atypique par rapport à la masse de contraintes appliquées aux parents. C'est-à-dire que les parents, la plupart, trouvent des astuces ou des bricolages plutôt que de faire accueillir l'enfant en horaire atypique. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat, mais qui reste à préciser par rapport aussi à certaines volontés politiques. Donc, retenons, là, je rajoute des couches, hein, des parents qui manquent de temps, qui sont en tension, qui sont d'autant plus exigeants, qui ont envie de faire plus de choses avec leur enfant, mais qui malheureusement sont, pour une bonne partie d'entre eux, et principalement les parents des classes populaires notamment, parce que c'est dans les catégories employés, ouvriers, qu'on va trouver les formes d'emploi, enfin le plus fréquemment des formes d'emploi à horaires dérégulés, sont confrontés effectivement à des contraintes horaires qui ont largement changé. Ça, c'était, on va dire, pour l'ensemble des contraintes un peu matérielles, froides, objectives, en termes d'horaire. Maintenant, rentrons un peu dans le qualitatif, on continue à parler de parentalité, observons qu'est-ce qui a changé aussi en termes qualitatifs. Et c'est pour ça que là, je le résume très facilement, je prends la facilité de le résumer ainsi par cette diapo. Le changement du statut du jeune enfant, là, donc par ces trois images, vous avez le nourrisson emmailloté de la société rurale du Limousin au XIXe siècle, hein, c'est une image qui est tirée d'un musée de la vie rurale au Limousin, au XIXe siècle donc, à l'enfant serré contre sa mère, le nourrisson serré contre sa mère, plutôt typique des années 50-60, à l'enfant, qui n'est plus tout à fait un nourrisson, un peu plus grand, qui se tient ainsi, etc., au milieu de différentes activités. Alors, qu'est-ce que j'essaie de résumer par ces trois grandes images, ou qu'est-ce que j'essaie de symboliser? C'est la première image, c'est l'enfant conçu comme... Alors, qu'est-ce qu'elle contient comme élément, cette image? C'est pour ça que je l'utilise. Déjà, l'idée que si on emmaillote l'enfant, c'est que sa propre mobilité, sa propre manifestation de vie, hein, par à travers les mouvements, la recherche, l'agitation, tout ce qu'on veut, n'est pas recevable, n'est pas valable en tant que tel, et qu'il vaut mieux justement contenir ces mouvements, il vaut mieux les emmailloter bien serrés, puisque ce qui compte, c'est le façonnage de l'enfant. Donc là, on a des formes de façonnage physique, mais aussi normatif de l'enfant qui prévalent à cette époque-là. C'est que l'enfant, et donc là on est dans une conception plutôt traditionnelle de l'éducation, l'enfant est une masse informe à façonner. Il devient un être social et moral estimable qu'à partir du moment où il a reçu l'éducation. Mais sinon, c'est plutôt une pâte molle, une pâte à façonner. La responsabilité des adultes est donc de le façonner de la bonne manière. Et ça va avec, notamment, avec des formes d'emmaillotage et de façonnage physique et psychique. Alors, physique, c'est que l'emmaillotage pouvait être tellement serré qu'il pouvait déformer aussi les corps, et que vous avez même eu des traditions d'allongement des crânes en Bretagne jusqu'au début du XXe siècle. Donc, il y a vraiment aussi un façonnage physique des tout petits qui pouvait s'exercer. Donc, il va avec une conception. Alors, ce qui est plus important, plutôt que de se dire oh, quelles étranges pratiques tout à fait exotiques, même si elles étaient dans nos propres régions et il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui est intéressant, c'est de saisir la conception de l'enfant qui est derrière. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui se façonne. Deuxième stade, donc là, on passe de cette première image, qui est, on va dire, le socle traditionnel, ou en tout cas le terreau traditionnel de la conception du rapport au jeune enfant, qui aujourd'hui est passé complètement en souterrain. Alors, ce que j'indique aussi avec ces images, c'est que ces trois images ne se remplacent pas les unes les autres, elles se succèdent. Et je pense que dans le rapport des parents, enfin des éducateurs aux jeunes enfants aujourd'hui, on trouve encore un composé de ces trois dimensions. En tout cas, donc première dimension, l'éducation conçue comme un façonnage, un modelage du jeune enfant. Deuxième point, là, on est plutôt après la Seconde Guerre mondiale, là, noir et blanc, l'esthétique de la femme tenant l'enfant le manifeste. On est sur la découverte, en tout cas la mise en forme, justement par des différents discours savants et médiatiques, notamment Françoise Dolto, de l'enfant comme étant un sujet. Là, le nourrisson devient un sujet de plein droit, un être ressentant, un être pensant, un être agissant, mais principalement, donc là je résume vraiment à très grand trait, principalement perçu à travers sa relation privilégiée d'attachement, notamment à la mère, pour ce qui concerne certaines traditions psychanalytiques, mais d'autres traditions en tout cas. C'est le moment où, donc là, pour vous qui êtes des professionnels qui connaissez bien mieux cela que moi, toute la question de la mise en forme de l'hospitalisme, hein, Spitz, Bowlby, les expériences Pickler-Logzi, etc., on s'aperçoit que globalement, avec les progrès des démarches sanitaires en termes de santé pure, physique,
auprès des jeunes enfants qu'on peut maintenir les enfants en bonne santé et les faire mourir de défauts de soins psychiques. Et donc la relation à l'enfant est vraiment primordiale. Mais c'est une relation qui est conçue, encore une fois, principalement dans un certain discours psychanalytique par celle de la mère, jaugée à travers un trop peu ou trop, hein, très difficile, en tout cas, encore une fois, dans le discours psychanalytique pur, à jauger, à, à qualifier de manière précise, avec toute une charge de culpabilité et d'obscurité qui a pu aller avec ce type de discours, et également où l'enfant donc n'est pas une nature ni perverse ni passive à modeler, c'est un jeune sujet à accueillir, mais à travers, on va dire, une anthropologie de l'enfant, que je résume ainsi, c'est un peu brutal, un peu simpliste, ça serait grandement à travailler, mais ce qui ressort, moi, ce qui m'a plutôt marqué pour ce que je connais de ce qui était à l'époque, c'est encore une nature enfantine comme un enfant dont le développement, et encore une fois, là, si je me réfère principalement au discours psychanalytique qui a été assez important en France, toute la question du travail de la fusion, de la castration à toute puissance, etc., une nature enfantine qui pourrait être débordante, qui n'est pas presque, avec plein de guillemets de rigueur, mal intentionnée dans son désir même d'emprise sur la main, etc. Donc, il s'agit quand même d'endiguer par la maîtrise d'une bonne distance avec l'enfant. Donc, on veut instaurer de la proximité avec cet enfant, on l'accueille affectivement, on l'accueille charnellement, comme sur cette image. Excusez-moi. Mais bon, il faut doser, c'est pas facile. Deuxième conception. Troisième conception, qu'on peut considérer comme peut-être la plus actuelle, en tout cas que moi je résume ainsi. Cet enfant, alors je n'ai pas pris cette image au hasard, parce qu'on a cet enfant qui a mis de pot de peinture dans laquelle il a pu allègrement tremper les doigts et faire différentes bariolages sur lui-même et son environnement immédiat. Il est seul, assis, souriant, et on voit qu'il pointe du doigt et qu'il regarde une personne qui est hors champ par rapport à la photo et vers qui voilà, il pointe du doigt son intention. On peut imaginer que c'est un adulte qui a d'ailleurs installé pour lui cet atelier et avec qui il y a une sorte de renvoi parce qu'il est juste enthousiaste de ce qu'il vient de faire. Et il me semble que là, ça dit bien quelque chose du rapport à l'enfant qu'on est en train de développer dans notre décennie, dans les 2 dernières décennies. C'est dit que non seulement l'enfant est un sujet, mais c'est un sujet qui est profondément acteur de son propre développement. Il n'est pas un sujet endigué par encore une fois, de la castration, soit du modelage, soit le fait d'endiguer sa toute puissance. Non, c'est un sujet d'attachement. Hein, il est lié à quelqu'un. On voit bien que cet enfant se pointe le doigt vers un adulte qui est de référence, hein, qui il a confiance, avec qui il partage une joie. Donc c'est un sujet de développement, un sujet en relation, mais dont il s'agit principalement d'aménager aussi sa possibilité d'expression dans le monde. Et parce que cette possibilité d'expression, elle est légitime et bonne en tant que telle. Donc vous voyez bien aussi tel que j'essaye de le mettre en scène, le chemin qui est parcouru à ces 3 images, entre le bébé que je façonne, le bébé que je porte et sur lequel je veille, pour résumer la deuxième image, et le bébé que j'installe pour permettre son expression dans le monde. Ce qui se manifeste là aussi, c'est un changement de la conception donc, du jeune enfant, mais aussi de la parentalité corrélativement, la parentalité en rapport avec le jeune enfant en particulier. C'est-à-dire que vous devinez tout de suite qu'il est beaucoup plus exigeant, notre parent du 3e enfant, que du premier enfant. Premier enfant, si vous avez des bonnes pratiques d'emmaillotage, votre enfant est bien emmailloté, il va pleurer parce qu'il ne sera pas très content parce qu'il ne pouvait pas bouger, mais globalement, vous avez fait ce qu'il fallait. Deuxième enfant, vous êtes un peu plus inquiet. Oui, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, trop peu, trop, etc. Donc, on sent qu'il y a une prise de psychique, un temps de réflexion et de concernement pour l'enfant qui est plus important. Troisième enfant, c'est encore plus fort, parce que même si vous êtes à distance, est-ce que c'est le bon jeu? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire avec sa peau de peinture? Est-ce que ça lui convient? Et en fait, c'est là aussi qu'on voit pourquoi, par-delà le fait que les parents ont de plus en plus de temps avec leur enfant, pourquoi ils ont le sentiment d'en avoir pas assez. C'est parce que ça prend beaucoup plus de temps, d'énergie, d'imagination, d'implication, d'agir avec un enfant avec des petits pots de peinture plutôt qu'avec l'emmaillotage ou le simple portage comme dans la deuxième image. Et là, donc, ça donne à voir aussi que la parentalité aujourd'hui, elle s'est complexifiée, elle est vécue comme étant plus lourde, parce qu'elle s'est effectivement alourdie, parce qu'on a raffiné, ou une évolution sociétale d'un certain type a contribué très largement à complexifier et à rendre d'autant plus exigeante
la conception qu'on a du jeune enfant. Donc, effectivement, et c'est aussi, là je ne l'ai pas cité pour ce soir, mais un vécu assez commun chez les parents aujourd'hui, c'est que c'était beaucoup plus simple d'être parent pour nos propres parents que pour nous-mêmes. Pas mal de gens font retour sur leur propre enfance en disant bah, ça va, ils ne faisaient pas trop mourons par rapport à ce que nous, on peut avoir comme question sur les jeunes enfants, mais aussi sur les enfants un peu plus grands quand ils grandissent, etc. etc. Donc l'évolution de la parentalité, elle est liée à cette évolution de la conception du jeune enfant. Et alors effectivement, donc le bébé est une personne de plus en plus, mais la grande question, c'est que c'est qui au fait, hein, c'est comment, même si on a cette mission en tant que parent, on se sent de plus en plus cette mission de découvrir son jeune enfant, on est quand même face à un être sans parole, avec des manifestations plus ou moins diverses et variées, à savoir décoder la tonalité des cris, la tonalité des pleurs. On est censé s'y ajuster, bien sûr, il y a toute une pratique qui se met en place entre l'enfant et le parent, mais est-ce que c'est si simple que ça? C'est vrai que les parents peuvent d'autant plus se poser des questions que ils peuvent se demander s'ils interprètent correctement la manifestation de l'enfant. Et ce n'est pas un manque de compétences, en tout cas, on pourra en parler, mais pour moi, la compétence ne se voit pas au fait de ne pas avoir de questions, c'est ce qu'il y a à faire, mais plutôt au fait de pouvoir se poser les bonnes questions et avec les bons ressentis. Et donc, les parents, face à cette évolution de la conception, se trouvent effectivement, la conception de l'enfant, le bébé est une personne, mais encore une fois, c'est qui? Donc, c'est vrai que les parents sont de plus en plus en position de partir à la découverte de leur propre enfant. Et vous voyez aussi, là, comment ça vient questionner la question de la parentalité. Parentalité qui, on va y revenir, peut être conçue comme l'instauration d'une relation privilégiée entre le parent et l'enfant, du fait que le parent a en lui-même les compétences, le bon vouloir et le bon savoir pour faire et faire bien avec son enfant, et ben, face à un enfant qui est conçu comme une personne indépendante du désir parental et des normes sociales que pourrait reconduire le parent, c'est beaucoup plus délicat de se sentir parent, de sentir avoir tout l'équipement nécessaire intérieurement euh, euh, par rapport à un jeune enfant conçu ainsi. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve de plus en plus des discours experts médiatiques de différents pédagogues, pédiatres et autres éducateurs aujourd'hui, que les parents vont se référer de plus en plus à ce type de discours, non pas parce qu'ils savent moins faire, mais parce qu'ils essayent de savoir faire dans une nouvelle donne, dans une nouvelle conception de l'enfant. Euh, voilà, je continue. Alors, ça, j'avais fait un programme assez chargé pour vous ce soir. Je vais peut-être pas tout détailler euh, de manière égale, mais on pourra y revenir dans les questions sur les points qui peuvent vous intéresser. Là-dessus, je suis en train de réfléchir sur comment je développe ou pas cette. Si vous le permettez, on pourra y revenir dans le chat à la fin. Je ne développe pas cette diapo qui porte spécifiquement sur la question de l'accueil du jeune enfant et de comment la question de l'accueil du jeune enfant va venir impacter, ou en tout cas poser question aux parents par rapport à cette façon de se sentir parent. C'est un peu long, ça me fait un gros détour. Là, je l'ai prévu, mais là, je regarde un peu au terme de l'évolution du temps. Il me semble que ça va être un peu trop coûteux de l'aborder comme ça. Donc, si vous le permettez, je le passe. Et vraiment, si ça vous a posé question, on pourra y revenir dans le débat. Donc, continuons sur nos parents qui sont, vous l'avez vu, pas forcément confort. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Donc, on est toujours sur cette notion d'évolution de la parentalité. Un autre élément, et là ça va répondre un peu à une question qui vient d'être posée sur la question de la compétitivité, la compétition dans nos sociétés, notamment les compétitions scolaires. Et bien effectivement, si on veut parler parentalité, il y a quelque chose qui me semble important à prendre en compte aujourd'hui, c'est qu'en tant que parent, alors c'est vrai que c'est tellement massif, c'est tellement structurel dans nos vies que ça devient invisible, mais c'est quand même intéressant par rapport à une certaine conception de qu'est-ce que c'est que la relation avec un enfant, de revenir à ce point fort qui se tient par une comparaison un petit peu brutale. Si on parle par rapport aux sociétés traditionnelles, donc en remontons très loin, même avant la Révolution française, ou même la France du 19e siècle, avant que l'école ne se développe suffisamment, un enfant, globalement, la seule possibilité qui lui était offerte pour faire sa place dans la vie, c'était effectivement de reprendre le poste, la charge transmise de manière héréditaire, ou les terres ou une partie des terres de ses parents dans une société principalement rurale et une société principalement statutaire. On héritait de la valeur, de sa valeur sociale, par la valeur sociale de sa famille. D'où l'importance des alliances familiales, des arrangements des mariages à l'époque, etc., etc.
Donc là, être parent, c'était principalement, comme dirait Bourdieu, comme dirait Marx, façonner l'héritier pour l'héritage. Il faut former l'héritier à son héritage. Euh, donc, dans ces sociétés-là, effectivement, ça va avec une certaine conception de l'enfant. Vous ne posez pas trop la question de ce qu'il veut, parce que là, vous posez la question de ce qu'il doit. Parce qu'il doit reprendre, il doit faire perdurer la lignée, et donc pour cela, être suffisamment compétent et valable, capable pour le faire. Or, bah, oui, donc ça, la comparaison, elle sert uniquement à faire ressortir de manière quasi photographique ce qu'il en est de notre condition aujourd'hui. Nous, particulièrement dans le pays, et notamment en France, qui a connu une double massification scolaire, donc tous les enfants vont jouer une large partie de leur destin social à l'école. Eh ben, être parent, c'est accompagner un enfant qui va acquérir de par lui-même sa propre valeur sociale. Donc, pour le dire de manière un peu triviale, vous ne pouvez pas faire hériter ou vous ne pouvez pas déshériter votre enfant de votre diplôme. Donc, en tant que parent, tout ce qu'on peut faire, c'est donner le meilleur contexte possible à son enfant pour qu'il réussisse à l'école, lui donner envie de travailler, le doter d'une culture scolaire si on veut, etc., etc. Mais ça ne garantit pas qu'il va le faire. En plus, par rapport au façonnage de l'héritier, pour pas mal de parents, ça consiste à sensibiliser l'enfant à un travail que eux-mêmes, enfin un travail scolaire, qu'eux-mêmes n'ont pas forcément maîtrisé au même niveau que celui que veulent maîtriser leur enfant. C'est donc quelque part lancer son enfant dans l'inconnu. Mais en tout cas, pour résumer tout ça, donc l'enfant acquiert lui-même sa valeur sociale par les études, et on peut le dire, donc alors là je vous cite une phrase de celui qui fut mon professeur, François de Saint-Gly, ce n'est plus le capital économique détenu par la famille associé à un capital moral qui fixe la valeur de l'enfant. Pour continuer la lignée familiale dans nos sociétés, l'enfant doit faire preuve par lui-même de certaines richesses, ressources, compétences qui sont validées par des institutions extérieures à la famille. Cette dernière, donc, la famille, est une institution qui a perdu de ce fait une part de son autonomie relative. Elle est alliée à deux autres instances sociales, l'école qui certifie le capital scolaire et les corps de spécialistes garantissant l'épanouissement de l'enfant. Donc ça, c'est une belle phrase de sociologue qui dit quoi? Qu'en tant que parent, structurellement à nouveau, là c'est structurel, c'est vraiment ce qui constitue la parentalité aujourd'hui. Être parent, donc déjà, dans une biographie parent, la majeure partie du temps, vous le passez à être parent d'élève. À partir des 3 ans de l'enfant, vous êtes un parent d'élève. Donc confronté à une institution scolaire qui est une institution qui produit beaucoup de problèmes de parentalité, très clairement. Et, donc, c'est essayer de maîtriser essayer d'aider le plus possible l'enfant dans son parcours propre dans cette institution-là. Vous voyez bien aussi qu'est-ce que ça engage comme type de travail parental en termes de comment donner à un enfant le goût de travailler là dans une salle de classe où on n'est pas avec lui, où on ne peut pas lui montrer des choses. Donc effectivement, on va faire plein de choses à la maison. Alors, ça va dépendre des parents, du temps qu'ils peuvent les accorder, de la façon dont ils se sentent plus ou moins à distance de l'école. Mais néanmoins, il va y avoir vraiment tout ce travail parental d'essayer de mettre l'enfant au travail et en un intérêt minimum pour la scolarité. Et là-dessus, donc ça c'est vraiment une position structurelle qui est valable pour tous les pays développés, où la scolarisation est suffisamment massifiée, c'est qu'elle touche suffisamment l'ensemble des enfants dans la population. C'est le cas déjà pour la France. Bon, là-dessus, pour la France, on va ajouter le fait qu'on a un système scolaire particulièrement dur, particulièrement cassant et particulièrement attaquant pour les systèmes scolaires des enfants, et en plus particulièrement élitiste, c'est-à-dire qui reproduit extrêmement fortement les inégalités sociales de départ, le tout au nom d'une conception extrêmement élitiste, c'est-à-dire la production d'une toute petite élite censée être la mère du monde, et en disant que tous les autres ne se sentent comme un dégradé de l'excellence qu'ils n'ont pas su obtenir. Je résume, mais bon, il faut se faire plaisir cette soir. Donc là, je rajoute toujours des couches. Nous avons cette conception de l'enfant qui s'est bien raffinée. Il y a le fait qu'en tant que parent aujourd'hui, ben, on est quelque part, on est des. Oui, on pourrait considérer, on pourrait reprendre l'image que de plus en plus, les parents sont des formes de jardiniers de leur enfant, c'est-à-dire que l'enfant a sa propre logique de développement, il a ses propres racines, sa propre terre, et les parents sont plutôt en position d'essayer d'enrichir, d'entretenir le plus possible le contexte dans lequel l'enfant va se développer, plutôt que de maîtriser ce contexte. C'est qu'ils ne le tutorisent plus comme avant, c'est-à-dire que même si l'enfant est un peu faiblard, vous mettez un bon tuteur, vous l'attachez au tuteur, vous l'emmaillotez, vous le frappez un petit peu, et ça va tenir. Non, c'est plus ça la conception, c'est que l'enfant prend la forme qu'il veut, et ben vous êtes là en train de dire, bah, tiens, comment je pourrais faire pour qu'il aille un peu plus dans ce sens-là, et ben vous essayez en tant que parent. Donc là, on voit bien aussi comment tout ce que ça engage d'actions plus indirectes,
beaucoup moins coercitive avec l'enfant, donc c'est une évolution très positive, mais qui, encore une fois, va de fait avec le fait qu'en tant que parent, c'est un travail mental, un travail de réflexivité, un travail d'engagement qui est beaucoup plus conséquent qu'auparavant et qui continue à s'intensifier au gré des générations. Et donc, pour bien appuyer sur ce point, comme je dis là, c'est que ça ne serait pas facile. Qui plus est, vous avez bien vu avec l'évolution de la conception de l'enfant, donc on a d'une part cette massification scolaire, mais on a aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, cette norme de l'épanouissement de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut accueillir ce nouvel individu. Or, en tant que parent, on se retrouve à souhaiter les deux choses. Accueillir, donc être suffisamment authentique, ouvert, pour accueillir l'enfant tel qu'il se présente, avec son propre désir, sa propre dynamique, mais en même temps, si son désir et sa dynamique pouvaient aller dans un bon sens scolaire, ce serait mieux. Donc là, il y a vraiment, et là, il y a une tension entre ce que j'appelle la puriculture et la puriculture intensive. Puriculture, c'est cette ouverture à l'enfance, c'est l'idée de, voilà, j'offre à l'enfant un contexte de développement. Puriculture intensive, c'est que ce serait bien quand même que ce faisant, je lui donne les bons goûts, les bonnes dispositions pour le réussir le mieux possible dans ce contexte scolaire extrêmement spécifique et le contexte scolaire français. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rôle de parent est pris entre deux dimensions qui sont partiellement contradictoires, c'est qu'elles ne sont pas compatibles entre elles, pas totalement. Découvrir l'enfant, lui permettre de s'épanouir, le considérer comme une personne unique à prendre en compte en tant que telle, ça c'est la partie épanouissement, mais également, et tout à fait en même temps, permettre à l'enfant d'aller le plus loin ou le mieux possible dans les études, dans la performance scolaire, et je continue, parce que particulièrement dans notre pays, le diplôme initial est essentiel dans la définition de la valeur sociale de l'individu. On a tout un contexte très spécifique à la France qui va mettre la parentalité à la française, on va dire, un peu plus dans une forme de tension particulière, c'est que, notamment en France, alors je ne pense pas que ça ait changé depuis le temps où j'avais regardé ces chiffres-là, mais à revérifier, on a non seulement un système scolaire donc particulièrement pressurisant, particulièrement attaquant sur l'estime, mais on a également un système de formation où la formation initiale, donc par le diplôme, souffre des défauts que je viens de vous indiquer, et on a peu de possibilités de formation continue. À part aujourd'hui, on est tous harcelés par les téléphones pour le CPF, mais qui sont un petit peu bidons. En fait, en tant que parent, vous savez que si votre enfant il rate ou il rate, il réussit pas si bien que ça sa diplomation initiale, les possibilités qu'on aura au cours du cycle de vie de sortir de l'emploi pour se reformer, pour reprendre un nouveau départ en termes de formation, sont assez faibles. Et donc cette conscience-là, elle est partagée par beaucoup de parents, ce qui fait que ça rajoute encore une pression supplémentaire sur le parcours scolaire. Donc là, aujourd'hui, ce soir, on va parler spécifiquement de petite enfance, mais si on veut parler création et destruction de parentalité, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se passent également face à l'école. Et je vais en parler quand je vais aborder plus spécifiquement. Là, pour l'instant, je m'intéresse à la question de comment on peut voir la parentalité aujourd'hui. Après, on va voir pourquoi on peut l'évoquer aussi en termes de création et de destruction. Continuons sur toujours ce premier chapitre, assez long, mais néanmoins qui permet de poser pour moi une base de réflexion qui me semble intéressante pour considérer cette question de la parentalité aujourd'hui. Être parent avec un tout jeune enfant, alors moi, je vous évoque quelque chose qui est encore très fragile comme réflexion de mon côté, mais que je vous soumets là pour ce soir. Mais c'est vrai que j'ai vu arriver, tout comme vous, j'imagine, ces dernières années, les neurosciences, qui évoquent tout un tas de pratiques et de méthodes que je ne connais pas et qui sont sûrement très, très variées. Mais en tout cas, qu'est-ce qui m'intéressait dans les différentes formes de vulgarisation auxquelles j'étais moi-même exposé de ces neurosciences, notamment par les discussions que j'ai pu avoir avec Josette Serre, c'est que justement, en termes de conception, d'anthropologie du jeune enfant, il me semble qu'il y a encore autre chose qui est en train de se mettre en place ces toutes dernières années. C'est justement ce qu'on peut appeler une nouvelle. Enfin, si ce que je dis a un sens, hein, parce que là, je vous le livre vraiment en sens exploratoire à mettre à l'épreuve de vos propres ressentis, de votre propre culture sur la question. Une autre anthropologie de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire une anthropologie de l'enfant? C'est la conception de qu'est-ce que c'est qu'un jeune enfant. Et parce qu'avec les neurosciences, en fait, on a l'impression que justement, le jeune enfant, il est vu, globalement, moi, ce que j'en ai retenu, c'est globalement, l'enfant est un sujet de développement et d'attachement. De manière extrêmement simple, un peu immédiate. C'est-à-dire que l'enfant, il a un travail spontané qui est un travail d'exploration du monde et de compréhension des phénomènes physiques et relationnels qui se déroulent autour de lui. Donc, il va faire et réitérer des expériences par rapport à ça. Et pour mener ce travail d'expérimentation et d'expérience avec le monde, il a besoin d'une base de sécurité stable.
Et cette espèce de conception, on va dire, très, très simple de l'enfant, je l'ai trouvée, en tout cas moi, en tant qu'acteur de la petite enfance, à un certain niveau parmi plein d'autres, j'ai trouvé extrêmement rafraîchissante. Je me dis, on sort par rapport aussi, là, je me réfère peut-être parce que j'étais spécialement marqué à l'approche psychanalytique, justement, on sort d'une conception de jeune enfant qui aurait une nature perverse, un peu rétive, un peu à redresser, et surtout décrit par des concepts qui sont toujours un petit peu obscurs. Dans l'approche psychanalytique, on a l'impression que seul le psychanalyste arrive à manier avec les concepts qu'il nous propose, mais que c'est très très difficile de comprendre de quoi ça parle et comment on pourrait agir par rapport à ça. Là, avec l'approche neurosciences, en tout cas, encore une fois, telle qu'elle est vulgarisée, ça ne dit pas tout ce que ces travaux disent et ne disent pas. Ce qui m'intéresse, c'est tout le travail symbolique, le travail de représentation qui se joue à travers la vulgarisation de ces travaux. Effectivement, ce qui semble se dire, c'est qu'encore une fois, vous pouvez prendre les deux points, attachement et développement. Et je trouve que ça va positionner de manière extrêmement intéressante les adultes face aux jeunes enfants, parce qu'on voit bien que l'enfant doit être accompagné dans son désir de découverte, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre en place autour de lui, comme le petit avec ses pots de peinture, l'occasion d'expérimenter, de manier du matériel, de manier des couleurs, des textures, des choses euh, en fait, dont maintenant on a la conception, voire parfois la preuve, que ça constitue des apprentissages profonds pour lui, et donc des occasions de développement, que ce soit les textures, etc. Tout ce qui avant pouvait être vu comme soit un truc, un sorte de bruit enfantin sans vraiment forme, c'est pourquoi il chiffonne ce plastique de bonbons depuis tout à l'heure, c'est pas très intéressant, mais bon, il le fait, ça l'occupe, et comme ça c'est bien. Ah, tiens, s'il fait ça, c'est qu'il est en train d'expérimenter quelque chose d'intéressant et que c'est intéressant, je regarde mes papiers de bonbons pour lui laisser à disposition pour voir ce qu'il peut en faire, voire même d'autres textures. Donc, toute cette curiosité sur le vécu enfantin, que notamment, mais pas que, hein, que notamment les neurosciences mettent en scène, me semble extrêmement intéressant dans toute cette évolution de la parentalité, encore une fois, parce que je trouve qu'elle les pose à travers un discours qui est assez serein, qui n'est pas, qui est pas trop enfin, voire même quand je n'ai pas encore vu sous une forme culpabilisante, c'est-à-dire, mais une forme par contre qui est plutôt exigeante, c'est-à-dire, encore une fois, l'enfant, le tout jeune enfant, a besoin d'un caregiver, hein, pour parler en termes care, enfin la théorie du care, notamment anglo-saxonne, stable, fiable, qui soit suffisamment présent, suffisamment regardant, suffisamment concerné par l'enfant, suffisamment intéressé et observateur de son vécu, euh, mais qui lui autorise aussi, et donc c'est là qu'il ne doit pas être uniquement tenu et protégé dans les bras, comme dans la deuxième image que j'ai utilisée tout à l'heure, qui est aussi attentif à lui donner des occasions de découverte, des occasions d'expérimentation assez fréquemment. Donc, et aussi ce que ça vient aussi de mettre en scène, que j'ai trouvé intéressant dans ces approches-là, encore une fois, en termes de vulgarisation, et ça on trouve aussi plutôt en théorie de l'attachement, donc là je mélange plusieurs choses, mais il faut encore que je fasse de l'ordre par rapport à cette nouvelle approche, c'est que l'enfant, à travers ces nouvelles approches, il est plutôt conçu comme un être à qui il faut proposer une médiation vis-à-vis de ses propres émotions. Il n'est pas nourri de passion, de fusion, de défi de l'adulte, de tout ce que vous voulez. Il est effectivement exposé à des émotions très fortes. Et l'intérêt d'avoir un adulte, pour lui, c'est d'avoir quelqu'un qui peut mettre un mot, un contenu psychique et physique sur ses émotions. Et je trouve que ça place les adultes dans une position qui est déjà possible, c'est-à-dire c'est pas de l'impossible, trop peu ou trop, etc., une sorte d'équilibre toujours précaire. C'est une place qui est possible, qui est habitable, et aussi sur laquelle on peut clarifier tout le travail qu'on attend des enfants. Encore une fois, ça demande de la fiabilité, de la régularité, de l'observation, et quelque part de la tolérance et de l'ouverture aux actions enfantines. C'est ça qui m'intéresse. J'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure. Je trouve que ça permet d'approcher l'éducation presque comme un travail. Un travail, qu'est-ce qu'on entend par un travail? C'est que c'est quelque chose qui ne relève pas de l'instinct, de l'élection, de la passion. C'est quelque chose où on fait des essais et erreurs et on recommence pour s'amuser le plus possible. On construit sa pratique, sa technique, sa finesse par l'expérimentation. Et là, je trouve qu'avec les enfants, en tout cas dans cette conception-là, on voit bien que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place et qui me semble, moi, assez prometteur, tant pour les professionnels que pour les parents. Mais encore une fois, on pourra tout à fait en débattre tout à l'heure. Décidément, je voulais vraiment parler de cette dimension-là, mais encore une fois, attendez, laissez-moi voir l'heure, parce que je vais arriver au chapitre 1, en qualité. Je vais passer, donc deuxième diapo que je vous propose de passer, elle concerne à nouveau la question du positionnement des mères, donc particulièrement des femmes aujourd'hui, par rapport à ces questions de la parentalité, sur, encore une fois, l'arbitrage entre la dimension femme active et la dimension femme, enfin mère,
qui va poser question pour beaucoup de femmes aujourd'hui et la façon dont on se positionne par rapport à son jeune enfant. Mais ça ne va pas être notre objet pour ce soir, mais on pourra tout à fait y revenir. Et je passe sur celle-là aussi. Et attendez. J'avais vraiment prévu très très copieux pour ce soir. Je suis navré, là, je suis en train d'arriver. Je sais de développer ça. Alors, je me permets là aussi de passer cette diapo-là qui nous ouvrirait sur encore tout un point pour rentrer plus sur la question de la création de parentalité, puisque quand même notre titre pour ce soir, c'était la question de création et destruction de parentalité. Donc avant de rentrer là-dessus, je vais rester sur cette diapo pour l'utiliser comme une sorte de salle d'attente de ce que je vais pouvoir développer tout de suite après. Maintenant qu'on a vu là, ce que je vois avec cette première longue partie sur la question de la parentalité, ce que je voudrais faire ressortir, c'est encore une fois le fait que la parentalité aujourd'hui, que quand on parle parentalité, qu'on pense parentalité, il faut effectivement avoir en tête tout ce contexte d'évolution sociétale. Donc, on l'a vu, complexification des rapports complexification des horaires de travail, mais aussi et surtout changement du rapport à l'enfant, une conception de l'enfant qui est beaucoup plus exigeante qu'auparavant. Et aussi, et c'est en ça que c'est intéressant à penser en tant que professionnel, c'est pas comme si les parents devaient récupérer ou développer un rôle qui serait déjà connu, dont ils auraient déjà le livret. Ils sont en train de développer un rapport à l'enfant qui n'a pas encore été développé historiquement. Si on prend au sérieux, moi je le prends au sérieux parce que ça me semble assez utile pour regarder le réel, cette conception qu'on est en train de changer nos normes de parentalité aujourd'hui. En tant que parent, dans ma biographie parentale, je suis en train de faire quelque chose que mes parents n'ont pas fait, que des parents d'il y a 10 ans n'ont pas fait de tout à fait de la même façon, puisque la conception de l'enfant a évolué, même si effectivement ça bat bruit, on n'a pas eu un update personnel de la conception de l'enfant, non, c'est quelque chose qui se fait par toute une évolution de discours. Et ce qui fait que sa parentalité, on ne trouve pas en soi ces registres, on n'a pas dans son expérience, on n'a pas dans son fond de vécu. C'est quelque chose sur lequel qui va de plus en plus structurellement interroger les parents, puisque ce qu'ils vont vouloir faire, ils vont vouloir le faire par rapport à un enfant qu'ils conçoivent, encore une fois, d'une façon où eux-mêmes n'ont pas été conçus comme ça en tant qu'enfants. Et c'est en ça que ça vient interroger la notion de parentalité. Et là, je vais me permettre, en réfléchissant à mon support, j'aurais dû changer un peu mes diapos pour permettre une transition plus simple là-dessus, sur la question de la conception de la parentalité. Et avant de pouvoir parler de création et de destruction de parentalité, effectivement, il faut s'attarder un moment sur cette question. Pourquoi on utilise le terme, depuis 20-30 ans, le terme de parentalité, plutôt que de être parent? Alors, dans ce qui apparaît dans les travaux qui ont maintenant, qui datent aussi, mais qui retracent notamment l'histoire du terme de parentalité, moi, pour ce que j'ai pu voir, mais on pourra tout à fait en discuter, vous avez peut-être d'autres généalogies de votre côté, c'est que le terme parentalité, il était utilisé aussi dans deux sens. C'est dans le fait de désigner que le devenir parent était un process, donc ce n'était pas instantané, ce n'est pas que la naissance de l'enfant, que tout d'un coup, pam, vous êtes un parent de plein exercice, vous savez faire ce qu'il y a à faire. Donc d'accord, c'est un process qui est accompagné de manière différente dans différentes sociétés, en fonction de différentes évolutions historiques, etc. Mais aussi, c'est un process pluriel. C'est-à-dire qu'être parent, ça excède, la plupart du temps, les deux parents biologiques de l'enfant. Il y a plus de monde que ça dans la parentalité. Il y a des réseaux familiaux plus ou moins élargis, la circulation de l'enfant dans différentes sphères de socialisation. Être parent, ça ne concerne pas que les deux parents biologiques. Donc il y avait ces deux dimensions-là qui étaient mises en scène par le concept de parentalité tel qu'il a été développé, je crois, en anthropologie d'abord. Et quand il est venu inspirer les politiques publiques, et notamment en France, dans les politiques de parentalité, en fait, la dimension processuelle a été gardée, donc on parle bien de parentalité parce qu'on en parle bien d'un devenir parent, donc on conçoit bien dans nos dispositifs, dans notre conception de la parentalité, que être parent, ça prend du temps, c'est un process résistible. Donc je pense qu'on aura fait la démonstration qu'effectivement ça peut être résistible parce que c'est quand même pas tout à fait facile. Mais on a plutôt oublié, et dans la façon de concevoir cette parentalité, la dimension plurielle. C'est-à-dire qu'être parent, ça n'est pas être parent tout seul ou qu'à deux. Que forcément, ça va impliquer plus que deux personnes. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de création et destruction de parentalité, puisque ce que je vais vouloir évoquer par là, bon, je vais rentrer dans des exemples concrets, puis après je pourrai remettre en scène ça. Mais en tout cas, retenons bien ces deux dimensions, l'aspect processuel
et l'aspect pluriel de la parentalité, et pour, je l'espère ce soir, pouvoir remettre en scène cet aspect pluriel. Et là où je veux en venir, c'est que, oui, c'est là où je voulais en venir avant d'aborder mes exemples plus concrets, c'est que, alors je ne sais pas si vous entendez les klaxons qu'il y a dans ma rue. Si ça vous dérange, dites-le moi. Parce que voilà, je vis dans une rue bruyante, où les gens parfois klaxonnent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, parce qu'ils me distraient avec leur manifestation sonore. Non, ça perturbe pas beaucoup les klaxons, ne t'inquiète pas. D'accord, ça marche. Merci. Parce que là, ils vont à fond. Oui, attendez, c'était justement, ils m'ont fait perdre mon idée, c'était sur l'aspect processuel et l'aspect pluriel. Oui, c'est ça. Encore une fois, dans la façon dont a été mise en acte la parentalité dans le dispositif de soutien à la parentalité à la française, on a retenu principalement l'aspect processuel, c'est-à-dire qu'on considère que la parentalité, elle est principalement dans le parent, et que même si ça prend du temps à s'épanouir, à s'ajuster, à se renforcer, on ne fait qu'accompagner quelque chose qui est déjà là. Et, et que donc la mission du professionnel, c'est d'être réceptif, attentif à cet élément de parentalité qui est déjà chez le parent, mais on ne sait pas pour quelle raison, coincé, chiffonné, et qu'il s'agit de l'amener au grand jour. Or, si on prend au sérieux cette conception processuelle et plurielle, il se pourrait bien qu'une bonne partie de la parentalité ne se trouve pas dans le parent, mais dans la circulation de l'enfant autour du parent, dans la circulation de l'enfant beaucoup plus généralement. Et donc, c'est maintenant que je vais pouvoir, en réponse également à la suggestion de monsieur ou madame Détournay, passer à l'exemple concret. Donc, accueil du jeune enfant et création de parentalité. Et donc là, je vais passer par l'exemple que j'avais eu dans une de mes études des mères qui recourent à la halte garderie. Alors pourquoi je parle spécialement, là c'est une étude qui date un peu, on est sur des mères qui se sont arrêtées de travailler pour garder elles-mêmes leur enfant, donc des mères qui ont fait un moment, des femmes qui ont fait un moment de leur parentalité, leur rôle principal dans leur existence. Et qui ont fini, c'était intéressant dans le discours, hein, c'était dans le cadre d'une étude sur une petite enfance que j'avais pu aborder cette question-là, notamment en abordant la question plutôt sur l'aspect parcours d'accueil des parents. J'avais eu pas mal de discours de la part de ces mamans sur les limites de cette parentalité vécue de manière exhaustive, extensive auprès de l'enfant. Notamment le fait qu'ils avaient des enfants parfois un petit peu trop collés, avec qui ils avaient du mal à mettre du cadre, etc. etc. Et pour certaines de ces mères qui avaient commencé à fréquenter donc à temps partiel, pour un accueil à temps partiel, la halte garderie, voici comment elles évoquaient certains des effets, certains des éléments qui ressortaient de cette fréquentation par l'enfant de la halte garderie. Ça permettait notamment de mettre de la distance. Donc là, je cite, ça permet une séparation de la mère parce que lui, son quatrième fils, il est trop collé à moi. Et c'est toujours moi qui veut pour tout. Et donc, il faut qu'il se sépare un petit peu. Donc, on voit bien là aussi que la séparation, enfin, si on veut le dire comme ça, de son enfant, cette espèce de séparation pour cette mère un aspect rassurant, puisqu'il lui permet, bien loin de la priver d'une partie du vécu de son enfant, d'une partie des relations de son enfant, elle lui permet presque d'assainir la propre relation qu'elle a à son enfant, parce qu'elle se sent débordée et voire même, dans son cas, épuisée en partie par cette relation à son enfant, c'est un enfant qui est extrêmement exigeant et qui finit par la fatiguer, par lui peser un peu trop. Donc là, on voit bien aussi que dans cet accueil qui se passe, il peut y avoir déjà une forme de, si on veut, de soulagement de la parentalité, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez bien conçu dans toutes la question des accueils pour soulager les parents, permettre du répit, etc. Qu'un accueil, ça permet aussi de construire la parentalité en lui permettant de devenir possible, pas trop épuisante, pas trop interpellante pour le parent. Mais qu'est-ce qu'elle a constaté, cette mère, et par rapport à, donc là, c'est une maman, donc je vous cite un peu plus en détail sa situation. C'est une maman qui a 4 enfants, mais elle a eu 3 filles, et le quatrième, c'est un garçon, et son mari, vraiment, ça faisait longtemps qu'il voulait un garçon. Donc le quatrième, c'est un petit peu le petit roi. Donc qu'elle a elle-même, donc c'est elle-même qui me l'a dit comme ça, c'est pas moi qui fais mon interprétation, qu'elle a elle-même élevé, ou en tout cas, qui est venu dans ce contexte du ça y est, il est arrivé, le garçon, youpi qu'on est content. Donc, il a pris de l'espace par rapport à ça. Et donc, quand elle m'en parle, c'est qu'elle a vécu tout ce parcours où il a pris de l'espace quand même, hein, beaucoup, ça l'a pas mal fatigué. Et donc, quand elle a commencé au bout d'un moment à se dire, bon, moi j'ai envie de retravailler, et aussi, j'ai envie de le mettre un peu à distance, parce que déjà, là, il me colle un peu trop. Et également, elle trouvait que son enfant manquait de sensibilité à l'autorité. Là, ce qui est aussi intéressant, vous voyez que dans sa propre parentalité, dans son propre rapport à son enfant, elle se dit, il me manque un registre. Euh,
Il lui manque notamment un répertoire, une partie de répertoire qui serait le répertoire, on va dire, pour le dire très, 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 très rapidement, un peu autoritaire, un peu cadrant. Je cite la deuxième phrase. Quand ils sont avec la mère, c'est toujours elle. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une autonomie, mais vraiment avec les autres, par rapport aux autres. C'est différent. Pour moi, c'est une autre façon d'évoluer que je trouve pas mal. Les enfants qui aient une autre contrainte que sa mère, parce que des fois, on n'écoute pas trop sa mère, parce que quand on dit arrête, ce n'est pas méchant. Alors que venu de quelqu'un d'autre, ils ne le perçoivent pas pareil, ils ne le prennent pas pareil. Ils aiment plus les contraintes des autres que de leur mère. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit par là? C'est qu'elle sentait bien que, de par elle-même, de par son propre rapport à son enfant, elle ne pouvait pas lui apporter cette dimension-là, parce qu'elle, ça va être trop complice, trop coucounant, trop proche, et qu'elle n'arriverait pas à apporter cette dimension qui est aussi essentielle, parce qu'il dit que pour son enfant devienne pleinement un être social, il faut aussi qu'il puisse s'ajuster à la vie sociale, et donc notamment à l'autorité, au fait qu'on lui pose un cadre. Et elle ne pouvait pas le poser par elle-même. Et là, ce que je trouve très intéressant, qu'elle ressent dans le propre exercice de sa parentalité, que sa parentalité a une limite. Et que cette limite, elle va pouvoir la combler par le fait de faire circuler son enfant ailleurs. Que, effectivement, l'accueil de son enfant contribue pleinement à l'éducation de cet enfant parce qu'elle l'initie à d'autres façons de faire, à d'autres rapports à des adultes que elle ne peut pas mettre en place. Et ça va même un petit peu plus loin, puisque, et là on va écouter toujours la même mère, euh, toujours dans cette notion de création de parentalité, c'est que donc, d'une part, elle ressent la limite de son propre répertoire de parental. On pourrait dire, bah voilà, elle fait acquérir son enfant et par la circulation de son enfant, finalement, elle le fait bénéficier de quelque chose qu'elle ne veut pas lui apporter elle-même. Mais ça va plus loin. C'est que non seulement elle lui fait bénéficier de quelque chose qu'elle ne veut pas apporter elle-même, mais qu'en observant les professionnels, elle va pouvoir internaliser une partie de ce qu'ils mettent en place avec son enfant. C'est là que je vais citer cette phrase, hein, donc observer et échanger en tant que parent. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais lui, il est trop difficile, c'est un coriace, il a son caractère. À chaque fois qu'on lui dit non, il hurle, il va se taper la tête par terre ou contre les murs. Et là, il ne le fait plus. Rien que ça a vraiment changé. Il a compris que s'il n'acceptait pas moi ce que je voulais, c'est la chambre. Il n'écoutait rien du tout et surtout, il hurlait à longueur de journée et jusqu'à temps qu'il s'endorme. Donc, ce qu'il nous dit, en fait, c'est que le gamin était juste totalement, c'était Attila, en fait, il était épuisant. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour cette mère? Pourquoi ça a changé comme ça? Pas uniquement parce que tout d'un coup, on lui dit non à la crèche, qu'enfin l'enfant a rencontré le non structurant et qu'il s'est épanoui en tant qu'individu. C'est qu'en fait, elle a observé un soir, en allant chercher son enfant, et sans dire, sans échange de conseils explicites avec la professionnelle, elle a observé qu'une professionnelle lui disait non, parce qu'il voulait prendre un jouet ou je sais pas quoi, et donc c'était pas le bon moment. Et surtout, elle observe que son enfant obéit au nom de la professionnelle. C'est-à-dire qu'elle lui dit non, et sans faire de crise, bah, il fait. Observant cela, elle se dit, mais bon, en fait, il écoute le non. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il ne le capte jamais quand je le dis. Mais en fait, là, ce que je viens de voir, c'est qu'il le fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à lui dire non en y croyant. Alors qu'avant, elle lui disait non en disant, mais non, ça ne va pas marcher comme d'habitude. Et là, tout d'un coup, elle se met à lui dire non euh, euh, de. Excusez-moi, je me fais perturber par vos commentaires en même temps. Il ne faut pas que je vous lise. Je vous lirai tout à l'heure. Euh, elle dit non, mais en se disant j'ai vu que ça marchait, donc ça va marcher. Donc bien sûr, lui, il continue à hurler, à se taper la tête. Donc je ne sais pas si elle a pris la meilleure méthode pour calmer la crise, mais en tout cas, elle a pu supporter cette crise pour le faire passer à autre chose. Et là, ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, très pragmatiquement, c'est qu'on voit qu'elle observe une séquence d'actions, une attitude de la part de la professionnelle, et elle l'internalise. Vous voyez, elle l'observe par le regard, et elle l'expérimente pour en faire un bout de son répertoire de parentalité. Et c'est là qu'on peut. C'est pour ça que moi je parle de création de parentalité, non pas de soutien à la parentalité. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant et qu'elle peut, euh, faire sien par l'observation. Et j'insiste beaucoup sur ce point, ce n'est pas du conseil. On n'est pas sur de la technique, on n'est pas sur du savoir théorique, on n'est pas sur ce genre de choses. On est sur la possibilité qu'on donne aux parents d'observer ou de prendre connaissance de manière sensible. Je pourrais revenir dans le débat sur cette question de manière sensible avec ce que les professionnels vivent avec les enfants. Ce qui va leur permettre de peut-être leur donner l'occasion de choper des bouts de répertoire comme ça, d'éducatif avec l'enfant, si ça les intéresse. Dans leur rapport, on voit bien qu'elle avait un manque de ce côté-là et ça l'intéressait. C'est par votre expérience sensible de professionnel avec les enfants. Donc elle, là, c'est pour ça que moi je parle de création de parentalité, c'est qu'on n'a pas soutenu quelque chose qui était là, mais un petit peu faiblard. On peut le voir comme ça, mais je pense qu'il est beaucoup plus juste, en tout cas moi je le sens de manière beaucoup plus juste, de dire qu'elle a vraiment elle a pris un bout auquel elle a assisté et elle l'a expérimenté pour le faire sien.
Et si on veut continuer à parler de création de parentalité, il y a un deuxième exemple que j'aime beaucoup par rapport à ça, où on est moins pour moi sur de la... on est un peu sur cette même notion. Je vous le dis et je l'explicite après. Là, c'est une mère qui explique qu'est-ce qu'elle trouve de précieux avec les professionnels qui accueillent son jeune enfant donc en crèche. Quand je suis, quand je suis exténué parce qu'il est malade et que ça me fatigue, parce que voilà, donc elles font ce qu'elles euh, peuvent pour me dire que ça va passer. Donc en plus, on essaie de tourner tout ça en dérision parce que je crois que c'est un endroit où je ris beaucoup. Alors pourquoi j'utilise cet exemple? C'est que, bon, il est touchant parce que c'est une mère qui dit, en fait, c'est pas tellement qu'elle me donne des conseils pour dire, voilà, s'il a de la fièvre, vous plutôt ça, ou etc. Qu'est-ce qu'il trouve de précieux avec le professionnel? C'est que, comme vous, en tant que professionnel, vous voyez pas, c'est pas mal d'enfants, pas mal de parents. Vous savez que les enfants, ça met les parents parfois dans des états assez limites. Et elle trouve avec les professionnels des gens à qui elle peut dire, mais putain, ces gamins, des fois, ils nous ruinent, en fait. Ils nous éreintent totalement. Et quand elle dit, c'est un endroit où je ris beaucoup, c'est qu'en fait, ils peuvent tourner en dérision tout ça, se dire, mais vous avez vu dans quel état ils nous mettent. Et pourquoi c'est très soulageant et pourquoi c'est pour moi aussi de la création de parentalité, ça permet de dire, le fait de me sentir exténué, le fait de n'en avoir marre de mon enfant, le fait parfois d'être désensibilisé vis-à-vis de mon enfant parce que j'ai plus envie de donner. Et vous voyez comment ça peut être très chronique dans notre société à quel point cette relation de l'enfant est conçue de manière de plus en plus exigeante. Donc ça vient attaquer quelque part de plus en plus profondément dans le sujet. Donc effectivement, on se retrouve parfois face à son enfant, on en a marre, on le vomit son gamin, on n'a plus envie de le voir. Et quand vous avez des professionnels qui peuvent vous dire, ouais, 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 parce que vous vivez, c'est vrai que, bon, on l'a vu, hein, les parents ils le vivent souvent ou régulièrement à cette époque-là, c'est vrai qu'ils nous mettent dans de drôle d'état. Pourquoi elle rigole? Parce qu'elle trouve déjà une espèce de résonance, un écho, c'est-à-dire on accueille son expérience et on sait que ça existe, et on lui dit bah, c'est pas si grave. Et là, en quoi pour moi ça crée de la parentalité? Parce que ça dit être parent, c'est être celui qui reste fiable, qui reste concerné par l'enfant, qui peut en avoir super marre, qui se trouve dans un état où il se demande vraiment ce qu'il fout là, et c'est possible. Et donc, ce n'est pas être un parent parfait qui est toujours enchanté de la relation avec son enfant, c'est être un parent réel, c'est-à-dire qui parfois a un super marre, mais va trouver les ressources ou va faire en sorte de trouver les ressources pour pouvoir continuer avec son enfant. Et ça soulage énormément, ça provoque ce rire, puisque non seulement, en quoi elle est soulagée cette mère, parce que les professionnels lui ont aussi dit, finalement, ce que vous vivez, tout le monde le vit. C'est pas vous qui êtes une mauvaise mère, c'est que vous êtes une mère suffisamment concernée pour vous faire épuiser à ce point-là. Et là, ça libère. Et là, on voit aussi la parentalité. La parentalité, pourquoi? Là, pour moi, il y a une création de parentalité qui se joue aussi avec les professionnels. Parce que, aussi, dans la conception de la parentalité qu'on a dans nos sociétés, c'est une parentalité extrêmement solitaire. Puisque dans cette conception très psychologisante de la parentalité, chacun serait censé trouver, par rapport à son enfant, les ingrédients de la bonne relation avec ce dernier. Donc, c'est notre affaire personnelle. Et quand on rate, quand on en a marre, bah, c'est une affaire personnelle. C'est parce qu'on n'est pas suffisamment bon, pas suffisamment courageux, pas suffisamment équipé. On est peut-être même carencé quelque part. Et quand on est professionnel qui voit passer pas mal de parents, pas mal d'enfants, bien sûr, tout le monde est singulier. Mais vous voyez bien les régularités, vous voyez bien les moments où c'est dur. Et quand on vous dit, parce que ce que vous ressentez, ça arrive de le ressentir. Et bien là, tout d'un coup, vous êtes réinstauré en tant que parent, vous êtes remis dans ce qu'on peut appeler le sort commun. Vous redevenez normal. Et même si ça ne va pas changer objectivement votre situation, ça va changer très fortement, symboliquement votre situation. Vous allez pouvoir vous dire, OK, si je pense, si je ressens ce que je ressens, ce n'est pas parce que je suis mauvais, c'est parce que je suis épuisé. Et ça, ou c'est pas ce qui m'a. Voilà, on traverse une sale phase. Et ça permet de continuer. Ça réinstaure pour moi de la parentalité, c'est-à-dire la capacité à se mettre en rapport avec son enfant sans le vivre effectivement comme quelque chose de persécutant ou d'invalidant. Mais donc, alors, donc, création de parentalité, donc là, j'essaie de développer cette notion. On voit bien que d'une part, il y a le premier exemple que j'utilisais pour dire que moi, j'utilise la notion de création de parentalité au sens où les parents peuvent avoir l'occasion de récupérer des bouts de registres, de répertoires d'actions qui sont mis en scène par les professionnels, enfin, ils sont mis en acte par les professionnels et qui, par l'observation, ils peuvent les reprendre pour les faire eux-mêmes, pour comment dire, voilà, pour le mettre dans leur propre répertoire parental. Création de parentalité, c'est aussi au fait au contact des professionnels, on a la possibilité de voir relativiser sa propre expérience parentale par rapport à plein d'autres expériences parentales et donc de se dire bah, finalement ce que je vis c'est relativement ordinaire. Donc là, finalement, ça vient plutôt confirmer ou apaiser les ressentis qu'on peut avoir. Troisième exemple, création de parentalité, il me semble que c'est aussi intéressant de l'observer par le décentrement des parents.
Donc là, c'est l'exemple du petit fauteuil vert. Alors attendez, je regarde toujours l'heure. Excusez-moi. On peut encore essayer, Pierre, de faire 15 bonnes minutes, 15-20 minutes, si on veut quand même un temps d'échange assez confortable. Oui, oui, je vais essayer de tenir ce 15 minutes. Ok, super. Mais on va pouvoir parler de l'exemple du petit fauteuil vert parce que ça montre aussi que la parentalité, c'est la capacité qu'on peut donner aux parents de prendre conscience du vécu de leur enfant là où eux-mêmes ne sont pas, et donc de pouvoir redevenir parents de l'enfant tel qu'il leur échappe. Ça, c'est une belle phrase très abstraite pour le soir, mais je vais expliquer. C'est un exemple que j'ai recueilli dans un atelier avec des professionnels qui m'ont cité, donc là on était en pleine discussion, là je vois qu'il y a des remarques sur la coéducation, on était justement sur un exemple de coéducation un peu frustrante pour les professionnels, puisque c'était dans un établissement où on demandait effectivement aux parents d'initier les changements pour que la crèche puisse suivre après, et puis la crèche, à un moment, il y a des parents, bon ben, nous là, par rapport à ce qu'on sert comme repas à votre enfant, on va passer du moulinet aux petits morceaux, on aimerait bien que vous nous lanciez vous aussi les petits morceaux pour qu'ils l'expérimentent et puis qu'on puisse continuer. Et les parents répondent, ah ben non, non, nous les petits morceaux, on ne le sent pas du tout, on va rester en moulinet. Donc les professionnels essaient de convaincre les parents, il y a des arguments plutôt théoriques, ah, mais attendez, les petits morceaux, jouer avec sa langue, les textures, c'est super intéressant, c'est super important pour l'enfant, pour son développement, vraiment les petits morceaux, allez-y, allez-y, hein, c'est vraiment important. Quoi. Et les parents répondent toujours, non, 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 on veut vraiment rester sur le moulinet. Deuxième niveau d'argumentation pour les professionnels, bon, bah, vous savez, nous, au niveau de la cuisine, on va passer en petits morceaux, donc on ne va pas pouvoir faire un plat spécifique pour lui en moulinet, donc écoutez, si vraiment vous voulez rester en moulinet, bah, il va falloir apporter, vous apportiez les repas. Et les parents répondent, pas de souci, d'accord, d'accord, on ne veut pas vous embêter trop, hein, donc on apportera les repas en moulinet. Et donc les professionnels restent sur cette situation, les parents apportent les repas, et ils restent un peu coincés dans cette situation où ils ont un sentiment de ne pas avoir fait comprendre aux parents ce qui était bon pour leur enfant, c'est-à-dire passer aux petits morceaux, et que les enfants... Mais ils ont eu aussi cette courage, cette intégrité professionnelle de dire, bon, bah, c'est le parent le premier éducateur, donc si le premier éducateur, il dit, pas de moulinet, non, pas de petits morceaux, bah, pas de petits morceaux. On respecte. Professionnel, sérieux. Et finalement, ils vont pouvoir revenir sur cette situation par un tout autre angle, qu'ils n'avaient pas prévu ça au départ, et c'est là qu'on retrouve le petit fauteuil vert. Parce qu'à un moment, donc la situation continue ainsi, l'enfant mange son moulinet avec les autres qui mangent leurs morceaux, et puis à un moment, les professionnels reviennent voir les parents, enfin réinterpellent les parents en disant, bon écoutez, on a une question là, parce que, enfin, on a une situation quelque chose qui nous pose problème, parce que, voilà, votre enfant a son repas en moulinet, les autres ont les petits morceaux, et ce qui nous pose problème, c'est que, en fait, comme il a un repas différent des autres, bah, tous les autres enfants sont hyper intéressés par son repas. Et donc, il mange un peu son moulinet. Et lui, ben, quand il mange à côté des autres, il est un peu intéressé par le repas et il a tendance à manger des petits morceaux. Donc, pour faire ça, nous, on est obligé de se séparer pendant les déjeuners. On ne peut plus le maintenir avec les autres, donc on le laisse à l'écart dans le petit fauteuil vert pour qu'il mange seul, parce que sinon, ils partagent trop leur repas et on ne peut pas respecter votre demande. C'est vous le premier éducateur. Et c'est vrai que ça fait que les repas sont devenus un moment triste pour votre enfant, parce qu'il est triste de ne pas pouvoir être avec ses camarades. Et quand ils ont dit ça aux parents, et là, ils ont réagi immédiatement, ils ont dit, ok, on arrête tout de suite. Ok, donnez des petits morceaux, on s'en fout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ça qui est hyper intéressant dans cette scène. C'est pour ça que le petit fauteuil vert, vous voyez, c'est le petit fauteuil vert c'est le détail. C'est qu'on arrive, tout d'un coup, en disant ça, les professionnels, plutôt que de passer des discours théoriques de les petits morceaux dans le développement humain, c'est hyper important, sûrement, c'est vrai. Ça ne touchait pas les parents. Eux, ils pouvaient toujours avoir leur, je ne sais pas pourquoi, quelle fixation ils avaient sur les moulinets, mais bon, bref. Quand ils ont dit, votre enfant est triste, dans l'arrangement qu'on a pu trouver, pour qu'il ne mange pas ces petits morceaux qui vous posent question, donc votre décision parentale fait que nous, la façon dont on a de pouvoir la respecter dans notre quotidien, ça rend votre enfant triste. Quand les parents ont été mis en contact avec ce vécu de leur enfance et qu'ils mangent tout seul sur son petit fauteuil vert, là, ils ont pu redevenir parents de cet enfant tel qu'il était accueilli à la crèche. C'est-à-dire que là, ils ont pu développer leur concernement. Eux, ils veulent le bonheur de l'enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi ils avaient associé ce bonheur avec les moulinets, c'est pas grave. Mais tout d'un coup, en saisissant cette image, c'est-à-dire mon gamin mange tout seul sur son petit fauteuil à distance de la table commune, tout de suite, ils se sont dit, mais non, 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 bien sûr, si vous êtes avec ses potes, vous mettez du petit morceau, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que là, ils ont pu, encore une fois,
là, c'est là qu'il y a la création de parentalité. Vous voyez, c'est comment ils deviennent finalement parents d'un enfant là où ils ne sont pas. Peut-être qu'ils jouaient un rapport de maîtrise ou de contrôle avec le professionnel. Non, moi, je veux le mouliner parce que c'est moi qui sens ce que je veux pour mon enfant, etc. Et là, les professionnels, ils leur ont donné la possibilité de se sentir finalement parents, mais en le mettant encore une fois en contact avec le vécu de l'enfant tel qu'il l'accueille. Donc là, pour moi, il y a création de parentalité quand, justement, on met les parents en contact avec euh, non seulement des pratiques, premier exemple, non seulement d'autres expériences parentales, deuxième exemple, mais également le vécu de son enfant dans son accueil. Donc ça, c'était pour bien détailler ça. Continuons dans le temps qui nous reste imparti. Mais donc, si on peut parler de création de parentalité, on peut parler à contrario de destruction de parentalité. Hein. Donc, encore une fois, j'utilise ces termes de manière, je ne suis pas sûr qu'ils soient tout à fait exacts conceptuellement parlant, mais je trouve qu'ils sont intéressants. En tout cas, pour l'instant, je les mets à l'épreuve, parce que je trouve que ça permet de reconsidérer ces questions de parentalité et notamment donc, le positionnement des professionnels face aux parents. Puisque là, vous avez un exemple de destruction de parentalité avec une maman qui, pour le coup, c'est une des rares mamans que je peux rencontrer moi dans mes études, qui avait pris au sérieux la consigne que beaucoup d'établissements donnent nos parents. Vous commencez à la maison, la cuillère, le pot, tout ça, et nous, on continue à la crèche. Ce que j'ai pu constater aussi dans pas mal de mes démarches, c'est que c'est totalement du pipeau, hein, c'est-à-dire que globalement, à un moment, la crèche va commencer et on fera comme si les parents avaient commencé avant. Et ça pose pas souvent, la plupart du temps, ça pose pas de problème à grand monde. Mais pourquoi, c'est intéressant de le souligner, pourquoi les équipes disent ça? Encore une fois, nous sommes face à des professionnels plutôt rigoureux et engagés. C'est parce qu'il y a une conception du parent comme premier éducateur. C'est lui qui décide, parce que c'est lui qui a senti que son enfant avait besoin de la cuillère à ce moment-là. Et les parents sont bien plus perdus que cela. Et ce n'est pas un problème. Donc, bref, cette maman, elle y va, elle y va. Je cite, j'aurais dit, voilà, moi, à la maison, il commence à aller sur le pot. Est-ce que vous faites un suivi ou pas? Parce que si moi, je fais le suivi et que ça ne suit pas derrière, c'est pas la peine. Attention, réponse. Elle m'avait dit non, surtout pas, ce n'est pas avant 18 mois. Ben, je leur dis, s'ils sont prêts, je ne vois pas pourquoi j'attendrai 18 mois. Ils m'ont dit non, ça va le bloquer. Je leur ai dit non, si ça le bloque, je vais arrêter. J'avais l'impression d'être une mère indigne. Fascinant ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe pour cette pauvre maman? Elle prend au sérieux le truc. Hein. On lui dit, voilà, c'est vous qui commencez. Bon, bah, son enfant n'a pas 18 mois, mais elle se dit, bon, bah, il a l'air de vouloir le pot, on y va. Et quand elle dit ça aux professionnels, on lui dit, ah non, ah, c'est pas marqué dans le livre. Hein. Dans le livre, c'est pas avant 18. Et donc là, elle répond, et c'est là qu'on voit que je pense qu'elle n'était pas délirante. Elle dit, mais s'il se sent prêt. Donc elle a perçu, on peut faire cette hypothèse, qu'elle a perçu que son enfant était prêt, et que bon, c'est pas la peine d'attendre 18 mois. S'il est prêt, s'il a envie d'y passer, pourquoi on attendrait? Donc la réponse des professionnels, non. Si vous faites avant la date prévue, ça va le bloquer. Qu'est-ce qu'elle répond? J'aurais dit non, si ça le bloque, je vais arrêter. Donc encore une fois, elle répond plutôt observation. Elle dit bah, non, je saurais m'ajuster. Je ne vais pas non plus traumatiser le gamin avec le pot. Quoi. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe dans cet échange? Et pourquoi? Là, c'est la fin de la phrase qui est importante. J'avais l'impression d'être une mère indigne. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au cours de cet échange? Pourquoi elle dit indigne en fait? Pour deux raisons. Enfin, moi, en tout cas, je fais l'hypothèse qu'il y a deux raisons. Indigne au sens où elle est mauvaise. C'est-à-dire que finalement, elle n'est pas si bien intentionnée que ça. Qu'est-ce que lui provoque comme effet le retour des professionnels? C'est que peut-être qu'en fait, c'est une maman qui voudrait un peu trop pousser son enfant pour qu'il fasse les étapes avant les autres. Et en cela, elle ne serait pas très bien intentionnée. Ce serait une mère un peu poussante comme ça, qui a un petit peu trop d'enjeux. Donc pas forcément très ajustée à son enfant. Ça pique un petit peu. Indigne parce que, à travers le retour des professionnels, à travers la violence du retour, elle s'est dit, mais finalement, ce que j'ai observé de mon enfant, qu'il en avait envie, si vous me dites, si des professionnels, quand même, c'est du sérieux, c'est des pros, hein, parce que des gens formés, s'ils me disent que c'est pas avant 18 mois, comment c'est possible que j'ai observé qu'il en avait envie alors qu'il n'avait pas 18 mois? Ça se trouve, je suis aussi indigne parce que je ne suis pas au niveau. Je n'observe pas les bonnes choses. Je ne comprends pas bien mon enfant. Donc là, c'est là qu'on a la destruction de parentalité, c'est que ce répertoire que cette mère avait en elle, c'est-à-dire, j'observe mon enfant, je peux en déduire que ce à quoi il est en train de souhaiter accéder, c'est ça, donc la propreté en l'occurrence, et je peux lui proposer la pratique qui y correspond. À travers cet échange, on me dit non, vous avez mal vu. Et si vous avez mal vu, c'est soit parce que vous ne savez pas voir, vous n'avez pas la compétence, soit parce que vous voulez mal voir, vous n'avez pas la bonne intention. Donc là, on voit la violence à travers ça. Bon, je vous rassure, cette maman s'est pas mal révoltée contre les professionnels, ça a gueulé pas mal, assez fort, hein, elle a signifié. Mais, vous voyez, un bout du répertoire qu'elle avait en elle, à l'issue de cet échange, il est esquinté, il est ébranlé. Ouais, je pense qu'elle va mettre un petit temps à se dire,
ok, je le vois bien ce gamin. Bon, là, en l'occurrence, on est tombé sur une équipe qui, je ne sais pas si à l'époque, elle n'était pas bien, ils ont été particulièrement maladroits, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces professionnels? Ils ont répondu sur un truc très simple, qui est le credo, c'est-à-dire qu'est-ce qui est marqué dans le livre. Non, et pourquoi et en quoi elles ont vraiment, si on peut le dire trivialement, déconné cette équipe, c'est qu'elles n'ont pas répondu observation. Qu'est-ce que ça aurait été qu'une réponse beaucoup plus intéressante? À nous, on n'a pas du tout observé de mouvements de ce type sur votre enfant dans notre quotidien. Bah, à ce moment-là, on peut tout à fait dire, bah, écoutez, on va lui faire la proposition, on va voir si ça l'intéresse. Non, elles ont répondu juste le credo. Donc tout ça, c'est pour marquer, et c'est que le fait que face aux parents, effectivement, les professionnels sont en position. Alors, c'est pas du tout pouvoir, c'est pas pour les culpabiliser, mais effectivement, quand même, de participer à des phénomènes de création ou de destruction de parentalité. Et on voit bien aussi que l'application, là en l'occurrence pas très fine, des savoirs théoriques, ne va pas forcément, et voire même est plutôt contraire avec le fait de pouvoir développer une quelconque parentalité. Et c'est pour ça que là, je vais pouvoir conclure à travers cette notion de création et de destruction de parentalité, et à travers l'exemple du petit fauteuil vert, etc. Ça me permet de conclure pour la question de comment tout cela repositionne les professionnels, puisqu'on est quand même sur une audience professionnelle ce soir, et c'est ça qui nous intéresse. Euh, il me semble très précieux que vous, en tant que professionnel, vous puissiez cultiver pour vous-même, pour votre propre conscience et conception de votre travail, mais aussi dans votre rapport aux parents, mais d'abord pour vous-même, parce que c'est là que vous pourrez le développer, et c'est après en mettant les parents en contact de cela que vous pourrez, je trouve, sûrement vous le faites déjà, mais continuer à cultiver cette notion notamment de création de parentalité. Et c'est là que je vais parler des images et je vais donner un exemple clair de ce que sont les images juste après. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que justement, encore une fois, les parents ne savent pas forcément clairement ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants. C'est que, encore une fois, ils peuvent avoir des principes, des attentes, des souhaits, des ambitions. Mais déjà, c'est pas forcément très incarné. Donc, les mettre en position de premier éducateur dont les souhaits seraient respectés en tant que tels, sans les contextualiser, sans les travailler, sans les concrétiser un peu plus, n'est pas forcément leur rendre un service. Deuxième point, et ça, je pense qu'il faut y insister, les parents n'ont aucune image claire de ce en quoi consiste le quotidien de leur enfant durant l'accueil. Ce n'est pas parce qu'on a fait une semaine ou 2 semaines d'adaptation en EAJE, et ce n'est pas le cas en tout cas en assistant maternel, ou en tout cas c'est moins fréquemment le cas, qu'on arrive à avoir une conception, à avoir une notion, à avoir un ressenti de qu'est-ce que son enfant vit dans cet accueil-là. Et les parents, c'est vraiment intéressant, moi je trouve c'est vraiment intéressant de réaliser que les parents que vous avez en face de vous, ils interagissent avec vous avec tellement peu d'images en tête que c'est extrêmement abstrait ce à quoi ils réagissent dans ce que vous leur dites. Ils réagissent sur des choses extrêmement partielles, extrêmement fantasmées. Euh, euh, et justement, par rapport à vous en tant que professionnel, ils ne peuvent se positionner faute d'image. Et en fait, c'est ça aussi, donc c'est pas notre objet ce soir, mais ce sera intéressant aussi de développer là-dessus, c'est que je trouve que dans les relations qui nous sont faites par les professionnels, les conflits, les frictions, tensions avec les parents qui peuvent avoir lieu, c'est que les parents souvent prennent des postures qui sont des postures très théoriques, des postures qui sont des rapports d'adultes, des enjeux d'adultes face aux professionnels, parce que justement, ils ont beaucoup plus de mal à se positionner sur la question du vécu de l'enfant. Justement, l'exemple du photographe nous permet de réaliser, c'est-à-dire que ses parents avaient peut-être des enjeux avec les professionnels de dire nous, c'est le moulinet plutôt que les petits morceaux, parce que c'est nous les parents. On peut le prendre comme ça, faisons cette hypothèse, même si c'était peut-être plein d'autres enjeux pour eux. Et bien, là, on était vraiment dans une posture d'adulte. Ils ne s'étaient pas posé la question si pour leur enfant, c'était vraiment si important que ça. Et qu'est-ce qu'ont permis les professionnels quand ils ont raconté l'histoire du petit fauteuil vert? C'est qu'ils ont permis à ses parents de rentrer dans un travail d'élaboration, c'est-à-dire euh, ah non, mais c'est ça que mon enfant vit. Et donc, par rapport à ce vécu, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Qu'est-ce que c'est que de penser au bien de mon enfant? Ben, c'est pas de me maintenir dans le moulinet. Bien sûr que non. Et donc, euh, ça nous amène sur l'importance des images dans la communication parent professionnel. Alors, qu'est-ce que j'évoque par ces images? Alors, bon, c'est un petit peu abstrait, mais on pourra en parler. Ce que j'appelle ce que différentes conceptions appellent des perles leçons, c'est-à-dire qu'en fait, une image est un condensé de relations, d'intentions, d'attention orientées vers le bien-être de l'enfant. Donc, je vais revenir après sur les exemples concrets. Je vous lis pour l'instant cette dernière phrase. C'est en étant en contact avec cette perle, avec cette image, que les parents pourront, à certains moments, comme dans le fauteuil vert, développer leur parentalité en étant sensibles et en reprenant des attitudes, des attentions, l'observation de leur propre enfant. Et donc là, je vous les illustrer tout de suite
à travers, donc j'avais proposé dans différents ateliers à des professionnels, à travers cette conception de l'image, leur dire, mais finalement, plutôt que de donner aux parents des grands canevas théoriques, tout ce que vous avez appris sur les enfants dans le développement en général, moyen, modal, etc., on voit bien que ce qui joue plus avec les parents, ce qui leur permet justement de se positionner véritablement en tant que parents par rapport à l'accueil de leur enfant, c'est de rentrer en contact avec ce que leur enfant vit très concrètement. Et donc, on a fait, à plusieurs reprises, j'ai organisé des ateliers en proposant aux professionnels, à partir de leur propre expérience vécue avec leur enfant, d'illustrer 3 situations. Donc là, je crois que je n'ai pris que 2, mais on verra. L'enfant qui est mordu, l'accueil qui se passe bien et l'enfant qui joue. Alors voici des exemples qui, moi, m'ont touché dans le cadre de ces recueils. Donc là, c'est donc une professionnelle qui dit, bah voilà, avec Auguste, on a reçu les nouveaux camions Ben à la crèche, il y en avait 4, avec plusieurs enfants, ils ont fait plein d'allers-retours dans le couloir, et un petit garçon est venu et a voulu prendre le camion, et Auguste n'a pas voulu, et il l'a mordu au bras. Et Auguste n'a pas lâché son camion. Auguste a poussé un petit cri, je l'ai pris dans les bras, il n'avait pas l'air plus perturbé que ça, et il est reparti jouer avec les camions. Ça a duré 30 secondes. L'enfant mordeur connaît bien Auguste, ils ont rejoué ensemble ensuite sur les camions. Alors, en quoi ça, pour moi, c'est une image? Alors, par rapport à ce que j'ai évoqué très rapidement, en quoi ce n'est pas une restitution, on va dire, classique de la morsure, parce que souvent, moi, ce que j'entends, mais vous pouvez faire les choses différemment, c'est que, bon, voilà, on est désolé, aujourd'hui, il a été mordu, mais vous en faites pas, on a mis de la glace, il n'a pas pleuré très longtemps, et après, il a bien joué, etc. Donc, on entend surtout, dans les restitutions classiques de morsure, le fait que les professionnels rassurent les parents sur le fait qu'ils ont ils ont eu la bonne action, le bon protocole de consolation de leur enfant, de soins de la morsure. Euh, euh, donc de soins de la morsure, et que donc tout va bien. Ce qui, en général, déclenche chez les parents encore plus d'inquiétude parce qu'ils peuvent se dire, oh là, ils sont en train de me mettre de la poussière sous le tapis, est-ce que c'est si simple que ça? Et surtout, ça leur permet, faute d'image, c'est-à-dire faute de représentation de ce que vit leur enfant, de se dire, mais bon, mon enfant, il est en fait finalement dans un aquarium avec plein de requins, il se fait mordre quand même de temps en temps, quoi. Et ben voilà pourquoi là on a une image, parce que tout d'un coup, enfin, cette professionnelle, elle donne un contexte. On a reçu les nouveaux camions, enthousiasme, avec plusieurs enfants, ils ont fait plein d'allers-retours. Et ben, les camions sont un lieu de convoitise, enfin, sont un objet de convoitise de la part des différents enfants. Et Auguste, il était bien sur son camion, il n'a pas voulu le lâcher, et il s'est fait mordre par quelqu'un qui lui est proche, par un enfant qui lui est proche. Et ça ne va pas plus perturber que ça. Donc, qu'est-ce qu'on observe là? C'est qu'on a effectivement une attention de la professionnelle pour observer tout ça, pour se dire, effectivement, il a été mordu, c'est vraiment triste, enfin, c'est triste, c'est dommage, mais globalement, ça n'a pas esquinté son vécu. Donc, ce qu'on sent dans cette image, dans ce récit, c'est qu'il y a non seulement de l'information, il a été mordu, mais il n'est pas resté prostré tout le reste de l'après-midi dans la section, touché par le trauma de l'agression. Non, c'était une dispute, si on veut, d'égal à égal par rapport à une ressource rare, qui était le petit camion. Et il a gardé son camion, donc vous en faites pas, il lâche pas son affaire, il est resté centré sur son fil d'action. Et on sent aussi toute l'attention de la professionnelle à ce que vit Auguste, dans le contexte dans lequel il est. Et ce qui peut, là, moi, ce qui me semble pouvoir est plus porteur dans ce type d'image, c'est que qu'est-ce que le parent peut entendre là? Il peut réaliser le vécu de son enfant, c'est-à-dire que son enfant, quand il est avec plusieurs d'autres enfants, il se dispute des jouets. Et parfois, il n'y en a pas suffisamment à tout moment. Donc, c'est des tensions, c'est des choses comme ça. Et donc, ils sont pris dans ces aimants-là et il vit avec ça. Il n'en est pas victime, il est exposé à ça, c'est pas facile, mais ce n'est pas subi non plus. Et il y a une professionnelle qui est suffisamment attentive et concernée par Auguste pour dire tout ça. Qu'est-ce qui passe aussi comme information à travers cette image-là? C'est que l'observateur, il a suffisamment d'intérêt pour cet enfant pour vous dire tout ça. Et donc là, même sans que ce soit besoin d'être explicité, vous observez que déjà votre enfant il est peut-être bien parce qu'il y a des gens qui le regardent. Et aussi, en tant que parent, là où il peut y avoir une leçon qui se développe dans son esprit, c'est que même il le regarde à ce point-là, je ne suis pas sûr que moi, par rapport à une morsure par un de ses cousins dans une fête de famille, je serais aussi attentif que ça à ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce qu'il se dit aussi? C'est le détail et donc le fait qu'on peut observer à ce point-là un enfant. Donc, deuxième exemple, l'accueil qui se passe bien. Son accueil se passe super bien. Quand son papa arrive, il est tôt, il y a peu d'enfants, elle se dirige facilement vers la professionnelle et après, elle a l'habitude de fermer la porte derrière son papa. Ça peut lui arriver de pleurer, elle est très sensible à ce que les professionnels peuvent lui dire, elle est très réceptive. Elle a un petit rituel le matin, elle va vers l'espace poupée, elle prend toujours la poupée marron, elle la berce comme ça, elle lui dit ne t'inquiète pas, je reviens après le goûter. Et après, elle va plutôt vers des jeux de groupe, le jeu du loup, etc. Elle se faufile dans cette dynamique-là, elle est sensible à l'arrivée des enfants, elle demande c'est qui, elle leur dit bonjour. Donc là, je vais demander à ces professionnels de me décrire un enfant pour qui ça se passe bien.
l'accueil se passe bien, sans que ça ne passe pas super bien, mais ça se passe juste bien. Comment on peut dire ça? Et bien là, ce qu'ils arrivent à toucher du doigt, c'est comment elle peut décrire comment une enfant s'empare de son début de journée, comment elle va rejouer avec la poupée la question du départ, de la retrouvaille, euh, comment ça lui sert de sas pour après rentrer dans des activités plus collectives. Et là encore, on voit bien qu'il y a une attention, un repérage du rythme de l'enfant, de ses nécessités, de sa dynamique dans son accueil, qui, même si ça n'apporte pas des informations essentielles, en tout cas qui seraient nécessaires par rapport à des enjeux là, permet aussi, là aussi, hein, c'est dans le détail qui est mis en scène, peut-être que le parent peut aussi se dire, peut-être qu'il fait les mêmes observations, mais il peut aussi réaliser qu'on peut observer tant de choses que ça sur un enfant. Et ça, c'est important. Et donc là, le troisième type d'exemple, c'est l'enfant qui joue. Euh, là, voici comment une professionnelle a proposé de raconter une scène. Donc la petite s'appelle Colline. Donc elle est dans l'espace bébé moyen. Et juste au moment où vous êtes arrivé, donc elle parle directement aux parents, il était en train de jouer, Colline, donc excuse-moi, il était en train de jouer sur le cheval. Et après le goûter, ils se sont mis autour de la structure en bois. Et Colline a vu le cheval. Non, c'est une petite fille. Putain, excusez-moi, je l'ai mal retranscrit parce que je l'ai fait pour cette occasion-là. Ben, bref. Les enfants se sont mis autour de la structure en bois et Colline a vu le cheval. Elle a pris son petit jouet rituel, qui est un petit sablier qu'elle prend toujours de manière régulière. Elle s'est mise à se balancer et à se mettre dans une conversation téléphonique avec son sablier. Les copains couraient autour d'elle, elle les pointait et les nommait dans le téléphone sablier. Donc là, vous voyez, c'est une façon de décrire un jeu ordinaire dont on comprend mal les finalités ou, pour l'enfant, où il n'y a pas forcément de nécessité à le décrire. Mais qu'est-ce que ça permet là aussi de ressentir? C'est le vécu de l'enfant, la dynamique qu'il peut y avoir entre plusieurs enfants en même temps. Les enfants qui courent autour du cheval pendant que elle, cette petite, elle est sur le cheval à se balancer et à parler dans son sablier et à pointer les enfants du doigt, peut-être comme si elle téléphonait à ses propres parents, etc. Mais ça permet, à travers ce regard sur l'enfant, encore une fois, on sent une attention professionnelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer à ce point-là un enfant, et sans que ça en dise quelque chose, c'est bien, c'est mal, c'est une information importante, ça se dit, on peut voir tant de choses que ça dans un enfant, en fait. Et c'est en ça que ces images, vous voyez pourquoi là je parle d'images, parce que dans ces trois exemples que j'ai voulu vous donner, il y a un mélange de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a un œil qui est suffisamment attentif et chaleureux pour remarquer toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a de l'information, il y a de l'affection, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont suffisamment concernées par ces enfants pour observer tout cela de leur vécu. Et il y a et c'est là que ça peut faire leçon. La notion de perle leçon, ça a été développé par un anthropologue qui s'appelle Marcel Jousse. La perle leçon, je trouve ça très très joli, hein, c'est le fait d'observer une scène ou une interaction et les attitudes des personnes dans cette scène ou dans cette interaction, et en réimitant ce que vous avez observé et en le remettant en scène pour vous-même, de voir se développer tout ce que ça contient comme connaissance, comme positionnement social à travers ces simples actes. Par exemple, à travers ces observations de l'enfant, le fait de les entendre, moi je pense que les professionnels, ce que les parents peuvent entendre, c'est cette attention vers l'enfant que parfois ils n'ont pas. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres enjeux. Et si les professionnels, et donc c'est là aussi en quoi ça ne vous met pas en position de toute puissance et nous sommes les destructeurs et les créateurs de parentalité, donc c'est pas ça l'idée. C'est surtout, ça vous met en position pour moi c'est un effet miroir extrêmement puissant, c'est si vous avez des pratiques, ces pratiques attentives envers les enfants, on n'a pas toujours, hein, parce que des fois, ça va plus ou moins dans les structures, etc. Mais s'il y a bien ces pratiques, l'enjeu que vous avez en tant que professionnel, c'est déjà pour vous-même, pour reconnaître votre travail, d'arriver à mettre de mots sur ce que vous vivez avec les enfants, arriver à décrire, faire ces jeux de description, et à arriver à mettre les parents en contact avec ça. Donc là, on retrouve toute la question de la transmission de la journée ou de comment on montre son travail aux parents. Mais pour moi, il me semble qu'il ne s'agit pas de leur restituer quelque chose aux parents. Il s'agit de les mettre en contact avec le vécu de leur enfant, tel qu'ils le souhaitent et ne le souhaitent pas, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas d'image. Donc la plupart du temps, ils ne savent pas de quoi vous leur parlez. Et c'est là qu'il faut rentrer dans un niveau de détail. C'est pour ça que le petit fauteuil vert, j'utilise, parce qu'il faut c'est un niveau de détail matériel et relationnel qui permettent aux parents tout d'un coup de réaliser que c'est bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer de son enfance qui est en train de se passer. Et que par le fait qu'on l'a amené à ce niveau de détail, ça veut dire que vous êtes des professionnels suffisamment attentionnés et précis pour avoir su observer tout cela. Un professionnel, ce n'est pas quelqu'un qui sait vous dire, ça 18 mois qu'on passe au pot, c'est quelqu'un qui sait vous dire, ah ouais, le petit fauteuil vert, c'est pas génial. Et c'est là qu'il se passe de la création de parentalité, et en tout cas quelque chose qui peut être heureux pour les professionnels et pour les parents. Donc je conclus sur cette phrase, les professionnels doivent parvenir à rendre sensible, à faire ressentir, comprendre le monde vécu par les enfants aux parents,
afin que ces derniers puissent s'y projeter et intégrer cet autre vécu de leur enfant dans leur parentalité. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir passer joyeusement aux échanges. Alors, je vais arrêter de partager pour voir si on peut repasser un peu en... Ok, pas de souci. Alors, il y avait la première question, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était Jean. Passer du temps avec son enfant ne veut pas forcément dire faire beaucoup d'activités. Voilà, c'était une phrase. N'est-ce pas pour cela que les parents se sentent débordés? Parce qu'ils voudraient faire trop d'activités? Je pense, oui. Ce sera ça la question. Euh, Oui, ça y participe. Hein. Ça y participe le fait que... Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une injonction à l'activité, etc. Mais le sentiment de débordement, ça peut être un sentiment de débordement chronologique, mais aussi un sentiment d'incapacité d'être suffisamment attentif à son enfant. Donc je pense qu'il y a la notion d'activité, parce qu'effectivement, tout ce nouveau rapport à l'enfant est largement étayé par des activités, hein, par des activités que les enfants. Mais il y a aussi le fait d'être... on va dire, de devoir se sentir, être quelque part quand même connecté à son enfant, enfin, concerné par son enfant. Donc oui, mais pas que. Excusez-moi, c'est une réponse assez insatisfaisante, mais non, j'arriverai pas à aller jusqu'à l'idée que c'est vraiment l'activisme. Mais par contre, oui, par contre, ça souligne un truc intéressant, c'est que par rapport à cette notion d'activisme, parce que comme c'est très dur de finalement ressentir qu'on fait juste avec son enfant. En fait, quelque part, là, je peux utiliser un exemple personnel parce que j'ai un jeune enfant d'un an. Et c'est vrai que, bon, je m'auto-analyse, hein, à force de parler de ces questions-là, moi-même, je m'observe en tant que parent, c'est pas une surprise. C'est vrai que je peux ressentir, hein, cette tension à l'activisme. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je me dis, tiens, je devrais jouer avec lui, alors que lui-même il est en train de taper avec délice deux petits machins en plastique l'un contre l'autre et il a l'air de vivre quelque chose d'assez bien, quoi. Mais je me dis, est-ce que je dois le laisser? Est-ce que je ne devrais pas lui proposer autre chose? Et je dois me retenir, moi, parmi plein d'autres parents, je l'utilise comme un exemple très ordinaire, de me dire, maintenant, si là, j'observe son vécu et son contentement, c'est bien. Et effectivement, en tant que professionnel, je pense que vous avez aussi ce type de vécu et ce type de dilemme avec les enfants, de vous dire, est-ce que je propose? Et peut-être que même vous avez vécu dans votre propre évolution professionnelle le fait que vous étiez très activiste en début d'activité professionnelle en disant, il faut que je propose, mon boulot, c'est de faire quelque chose, et que parfois, votre boulot, c'est de laisser les enfants faire des choses et leur mettre un bon contexte pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc oui, effectivement, la question de l'activisme, elle est quand même assez sensible, parce que ça peut venir, effectivement, être une façon de recouvrir cette angoisse d'arriver à s'ajuster à son enfant. Effectivement, donc là-dessus, ouais, je suivrai bien là-dessus. D'accord. En fait, Pierre, il y a deux remarques. Ce pas des questions, c'est des remarques de Carole. Alors, je me permets de les lire les deux d'un coup, hein. Alors, la difficulté, il me semble aujourd'hui, c'est que cette notion de parentalité et d'importance du lien avec les parents, entre parenthèses, EAJ, école, est acceptée par tous, pardon, institutions professionnelles, parents, politiques, mais au regard de l'évolution de ces 10-20 dernières années, notamment dans le cadre de l'accueil collectif du jeune enfant, turnover, baisse des effectifs, PSU, nouveau profil de pro, les parents semblent avoir de moins en moins de place, entre guillemets, au sein de ces structures. Et du coup, ensuite, elle aborde la notion de formation. Elle dit que une grande frustration émerge de la part de nombreux étudiants, notamment en formation JE, et de comprendre, d'un point de vue théorique, cet intérêt de mettre en place ces dynamiques de coéducation essentielles pour le bien-être du jeune enfant et cette relation de soutien et ou accompagnement du jeune enfant, tout en observant lors des périodes de stage que les équipes ont de moins en moins de temps pour être en relation avec les familles. Voilà. Il y a plusieurs choses du coup, hein. Il y a pas mal de choses. Donc, alors, moi, j'attends à remettre en question, enfin, ne pas être tout à fait d'accord, a priori, tel que c'est exprimé, mais bon, c'est un point de débat. Hein. Je ne sais pas si les parents ont de moins en moins de place. Hein. La question de la PSU, l'augmentation du turnover, il faudrait vraiment vérifier si on a une augmentation du turnover, qu'on ait une mise à l'épreuve des taux d'encadrement et qu'on ait aujourd'hui des difficultés de recrutement, notamment avec les collectifs de petite enfance. Mais bon, on a une crise aussi des professionnels d'assistants maternels, c'est un fait. La PSU, c'est plus compliqué que ça. Nouveau profil de professionnel, ça dépend si on parle de ce qu'on appelle les non-diplômés. Hein. Là aussi, c'est plusieurs évolutions. Je sais pas, elles n'ont pas forcément à voir avec la question de la place des parents.
Quelque part, on pourrait dire que la PSU là, donne de plus en plus de place aux parents, notamment la révision de 2014 de la PSU. Hein, c'est l'idée que maintenant, vous allez ciseler des temps d'accueil qui correspondent aux besoins des parents, aux besoins effectifs des parents, et non pas surfacturés, hein, parce que c'est un peu aussi le langage CAF. On vend du forfait 4 jours, 5 jours avec 3 jours parce qu'on est super souple. Et puis, bah, si vous avez besoin qui est 3 demi-journées, 3 matinées, début de semaine, 2 journées complètes fin de semaine, non, c'est pas ça, c'est pas ça l'idée. Hein. Nous, on a des forfaits, pop, 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 vous rentrez dedans, vous rentrez pas, c'est pas grave. Bon, la PSU l'a dit, et c'est une contrainte majeure pour les structures, dire bah non, non, vous proposez aux parents ce qu'il leur faut. Et bah après, donc un travail quand même très, très, très lourd, notamment pour les responsables d'établissement, qui est de, entre guillemets, rentabiliser, enfin en tout cas utiliser chaque place d'accueil, c'est-à-dire que pour une place, maintenant je vais devoir trouver 2 à 3 enfants pour occuper la place dans la journée. Mais quelque part, moi je pourrais dire, on a donné encore plus de place, puisqu'avant les parents, est-ce qu'ils avaient plus de place parce qu'ils faisaient plus d'accueil de leurs enfants, parce qu'ils n'avaient pas de choix que de faire accueillir leur enfant, parce que même si un jour ils auraient pu le garder, ben, ça rentrait dans le forfait, donc on va mieux le prendre. Quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment à discuter, ça ne me semble pas si clair que ça. Moi, il me semble quand même que globalement, il y a cette notion de parentalité et cette notion, enfin, qui dans le domaine en fait, de la petite enfance correspond, qui est l'incarnation spécifique d'une tendance sociétale plus lourde, qui est de la prise en compte de plus en plus forte des usagers dans les différentes institutions, notamment les institutions qu'on appelle du travail sur autrui. Mais cette conception, enfin, cette exigence de plus en plus forte met à mal les équipes. Alors là aussi, pour aller par rapport à la deuxième remarque, sur la notion de coéducation, alors la coéducation, c'est effectivement un sacré sujet. Euh, alors, est-ce que la coéducation, c'est quelque chose de frustrant parce qu'on n'arrive pas à la faire, parce qu'on n'a pas assez de temps pour le faire? Ben, je ne sais pas. Là aussi, j'aurais tendance, hein, je suis désolé, c'est un peu sec parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de changer en live, donc je m'en veux de vous répondre de manière aussi peut-être laconique par rapport à ces remarques qui demanderaient pas mal d'échanges. Moi, je pars plutôt sur l'idée le pari que en fait, la coéducation, c'est pas tellement que ça demanderait plus de temps, ça demande en fait plus de clarté du positionnement professionnel, principalement. Et surtout, ça demande d'être plus au clair sur qu'est-ce qu'on appelle coéducation. Parce que pour moi, la coéducation, ce n'est pas être d'accord avec les parents. Ça peut, hein, ça nous arrive d'être d'accord avec les parents. Mais la coéducation, c'est de partager un outil, pardon, un outil. Excusez-moi, je suis très fatigué aujourd'hui, en fait, donc je ripe sur des mots. La coéducation, ce qui est important, ce qui nous semble permettre la coéducation, c'est de partager l'enfant comme objet de travail. C'est pour ça que c'est un terme un peu étrange. Pour ça, le petit fauteuil vert, c'est ça. C'est l'enfant comme objet de travail. Quand je vous dis ça de votre enfant, moi j'observe ça, et ça, moi, en tant que professionnel, ça me rend triste de le voir triste. Et bien là, vous partagez quelque chose de parent avec un objet, une scène, où il se dit, mais oui, moi aussi, il a prise là-dessus pour dire, bah non, alors ok, je change ma décision. Et là, il y a de la coéducation qui se passe, parce que on est, et parents et professionnels, depuis nos deux points de vue, depuis nos deux positions, on a la possibilité de partager un même objet et de se positionner par rapport à ça. Donc, et pour ça, pour moi, ça ne demande pas plus de temps, ça demande beaucoup plus de réflexivité professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec les enfants? En quoi ça nous pose question? À nous, en tant que professionnels, sur notre scène de vie avec l'enfant. Et en quoi c'est important pour nous, en tant que professionnels, par rapport à notre vécu avec l'enfant, de le partager avec les parents. Pour moi, c'est beaucoup plus là. Donc voilà, c'est pour ça, à ce tour-là, que j'aurais tendance à nuancer ces deux remarques. Ensuite, il y a une remarque de Laetitia qui aborde cette remise dans le sort commun, le recul de sa position, relation, comportement, ressenti vis-à-vis de l'enfant. N'est-il pas également possible dans un cadre moins formel, entre parenthèses avec l'intervention des professionnels, mais avec l'échange avec des pairs, où cette dimension est plus compliquée avec les pairs, peur du stigmate, du jugement? Alors, sans avoir étudié de manière précise cette question dans les échanges que j'ai pu avoir, enfin les entretiens que j'ai pu mener avec les parents dans différentes études, euh, oui, enfin, un grand problème dans tous les questions des groupes de parents, des échanges entre parents, c'est qu'effectivement, on a toutes les raisons de se méfier des autres parents en tant que parents. Il y a des enjeux de comparaison, des enjeux effectivement, de stigma, de jugement croisé qui peuvent être assez violents. Ce qui fait que les parents, quand on leur propose d'échanger ensemble, c'est pas comme s'ils avaient chacun un trésor de sens commun à partager les uns avec les autres. Et puis voilà. Non, bien sûr, avec les parents avec qui vous êtes devenus un petit peu potes à la sortie de l'école, vous échangez et vous pouvez aborder ce type de situation quand on est suffisamment confiance. Mais avec une autre personne qu'on présente en tant que parent, et on vous dit, voilà, discutez de ce qui se passe avec vos jeunes enfants. Vous-même, si vous vous mettez en situation, vous n'avez aucune envie de le faire. Donc c'est pour ça que je me sens que ça peut plus se jouer avec les professionnels et qu'il ne faut pas compter ou
enfin, il faut bien réfléchir a priori. Si on veut faire jouer quelque chose entre parents, c'est pas spontané. C'est pas parce qu'on va on va mettre des parents ensemble que tout d'un coup ils vont faire un grand symposium de parentalité que ça va se passer mieux. Je résume hein, très très fortement et de manière très caricaturale, mais je pense que c'est quelque chose qui peut plus se porter au niveau des professionnels. Par rapport, attention, pas par rapport à leur savoir théorique, par rapport à leur vécu qu'ils ont des différents parcours de parents tels qu'ils les fréquentent. Et là aussi, on en revient à la pratique concrète et non pas au savoir théorique de la formation. J'insiste. Enfin, ensuite, il y avait une question qui était la contraction d'un acte envers les parents amène à la destruction de la parentalité, par interrogation. Alors, c'est vrai que dit comme ça, c'est un petit peu la contraction d'un acte envers les parents. Donc, si ça, enfin, c'est quoi la contraction d'un acte? Est-ce que la personne qui a posé cette question pourrait, pourquoi pas, activer son micro et prendre la parole pour poser cette question ou l'écrire? Ah, contradiction, contradiction. D'accord. Ah, voilà, merci. La contradiction d'un acte envers un parent. Donc, le fait de leur dire non, pas ce que vous faites Alors, oui, non, mais c'est très bien de poser la question. Enfin, en tout cas, si je l'interprète comme ça, hein, c'est-à-dire le fait de dire non aux parents. C'est-à-dire, ce que vous voulez faire là, non, on ne va pas le faire. Non, c'est pas ça qui va faire de la destruction de parentalité. Ce qui s'est passé dans l'exemple que je vous ai cité, c'est le fait que les professionnels disaient non au nom de leur credo, ce qu'il y a dans le livre qu'on a pris. 18 mois, pas avant. C'est quand même extraordinaire. Hein. Si tous les enfants, à 18 mois, ils se mettaient tous à vouloir aller sur le pot, ouais, c'est le moment et tout, c'est marqué dans le livre, j'y vais. Non. Euh, c'est le fait que, voilà, que ces professionnels, justement, ils ne se sont pas mis en rapport. Cette mère leur dit, imaginons comment la scène pourrait se passer autrement. Voilà, mon enfant va aller sur le pot, est-ce que ça suit? Parce que bon, c'est important que ça suive et tout ça. Première chose, c'est ah tiens, vous l'observez à quoi? Et vous le demandez comment? Qu'est-ce qui vous a permis de sentir qu'il en avait envie? Vous avez présenté le pot et puis il a commencé à y aller? Ou lui-même, parce qu'il avait vu, il a commencé à vous en parler? Voilà, comment ça s'est fait? Donc là, je recours à l'expérience et à l'observation du parent. Comment ça pourrait continuer? C'est, bah, écoutez, nous, effectivement, on ne lui a pas forcément donné l'occasion d'en avoir envie parce qu'on n'a pas encore commencé à mettre ça en place. Mais si vous nous dites qu'il semble y aller, alors soit on se dit, c'est pas possible, moi je peux pas sortir un pot pour un enfant parce que tous les autres vont commencer à faire des choses. Donc là, il faut être au clair dans sa pratique de qu'est-ce qui se passe dans les dynamiques avec les enfants. Soit on peut dire, bah, écoutez, nous, pour l'instant, on l'a pas observé, mais peut-être qu'on n'a pas le bon contexte pour observer. Et bah, on peut tenter de voir si effectivement, si on lui met à disposition, s'il va vouloir y aller et à quel moment. Et d'ailleurs, vous pourrez peut-être nous dire si lui, il préfère aller le pot le matin, le soir, combien de temps ça lui prend, est-ce qu'il a aussi une petite attitude, un petit rituel. Et là, ah, on va retrouver les images. Vous voyez, on peut par exemple, si imaginons qu'il se passe 2 3 semaines et que l'équipe ait mis à disposition un pot pour l'enfant et s'il y a différents moments et qu'il ne veuille pas, qu'est-ce que ça pourrait être la réponse de l'équipe? Non pas de dire non. Peut-être qu'ils vont pouvoir dire écoutez, nous, on ne va pas vous suivre parce qu'on n'a pas du tout l'impression qu'il a envie de jouer ça avec nous. Donc bah, là, nous, on lui propose de pause, ça l'ennuie, il n'est pas du tout dans cette dynamique-là, parce que là, il préfère, peut-être qu'il est avec nous, il préfère faire ça bien plus vite dans sa couche et continuer à jouer avec ses potes que d'aller sur le pot. Et ben là, qu'est-ce que je sens là à ce moment-là? C'est que bah oui, il a peut-être envie pour moi dans la maison, c'est son enjeu avec sa maman ou ses parents dans sa maison, et qu'il a une autre vie, et que là, les professionnels sont suffisamment attentifs pour me rendre attentif à la dynamique de cette autre vie de son enfant, qui ne suit pas celle de la maison. Qui a dit que ça devait suivre, être en cohérence, ou en tout cas cohérence resserrée? Et c'est donc encore une fois, donc pour répondre aux questions, non, c'est pas le fait de contredire les parents qui détruit la parentalité, c'est le fait de contredire les parents en négligeant le ressenti et l'observation qu'ils ont pu faire de leur enfant. Et pour les parents qui peuvent vous faire des demandes sans avoir ni observé leur enfant, effectivement, ce sera quand même destructeur, en tout cas dommageable, y compris des parents qui sont totalement perchés. Hein. Je parle pour des parents qui peuvent avoir des souhaits un peu bizarres et tout. Mon enfant à 6 mois, je voudrais que vous le mettiez devant une feuille qui fasse des dessins, c'est important pour son développement, etc. Et ben là, et je pense que c'est des parents qu'il faut également rabattre sur l'observation de leur enfant. On va dire, déjà, il ne tient pas assis, donc ça va être délicat pour la feuille, mais est-ce que vous avez déjà essayé à la maison, voir quel était son intérêt par rapport à un stylo, une feuille, comment ça marchait? Vous avez essayé vous-même, ça pourrait être vraiment intéressant. Dites-nous comment ça se passe.
Donc là, en fait, c'est le décentrement du parent. C'est-à-dire que je ne vous dis pas non au nom d'un savoir théorique. Bah, écoutez, non, un crayon, c'est pas avant 13 mois ou 14 mois, avant, il ne le tient pas, motricité fine, je ne sais pas trop quoi. Non, ok, super idée. Je vous laisse peut-être expérimenter. Vous allez voir, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ce serait très, très, très précoce, mais expérimentez et vous me direz ce que vous en pensez. Quoi. De les sortir d'un fantasme, si c'est le cas, hein, pour les ramener à une pratique, à une observation de l'enfant, à une vécu de l'enfant. Alors, Pierre, il est 20h. Mhm. Est-ce qu'on peut quand même répondre à la dernière... Enfin, il y a eu quelques remarques qui apparaissent, mais il y a une question d'avant qui est assez intéressante. C'est quelles actions de parentalité pour être dans la création de parentalité en crèche? Et demande des exemples, en fait, Euh, euh, si je comprends bien. Quelle action de parentalité pour être dans la création de parentalité en Eh bien, crèche? justement, c'est une très bonne question. Ça nous permet de conclure là-dessus, en forme de semi-paradoxe. Pour faire de la parentalité, faites de la professionnalité. Pensez pas aux parents, pensez à vous et à vos actes. Pensez à votre vécu, à ce que vous mettez, à ce que vous parvenez ou ne parvenez pas, parce que ça peut être vachement intéressant pour les parents aussi d'être en contact avec vos ratés. Hein. J'ai mis en place toute une action avec les gamins et tout, machin. J'avais bien positionné tous mes trucs, ça n'a pas du tout marché, ils sont passés tout à fait à autre chose. C'est hyper intéressant pour un parent de voir que vous pouvez vous planter. Alors, non pas au plantage dramatique, c'est-à-dire que les gamins pleurent, vous n'arrivez plus à récupérer votre groupe derrière et tout. Non, le fait que parfois on élabore un truc pour le gamin et c'est pas sa dynamique à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant là? C'est que vous avez un travail, vous avez un projet, vous avez une dynamique, tiens, c'était un jeu qui peut se passer comme ça n'a pas marché. Et que peut-être derrière vous vous êtes rattrapé autrement. Vous avez su percevoir que bah, là où vous aviez pensé que ce serait hyper intéressant d'avoir au hasard un jeu de transvasement dans ce coin-là de la section, bah, la porte était ouverte, on était au printemps, les gamins sont partis courir dans l'herbe. Et c'était bien. Et ça, ouais, oui, c'est pas parce que je pense parentalité, c'est parce que je suis capable d'avoir une réflexivité sur mon action, de me la décrire à moi-même. Et c'est parce que je me la décris à moi-même et je vois ce qui s'y passe, et que je la réfléchis, je la remets en question, que si je mets le parent en contact avec ça lors d'une transmission, lors d'une discussion, lors de différents médias qu'on pourrait mettre en place, des vidéos, des choses comme ça, je ne sais pas, on peut penser à plein de choses, que là, il va se passer de la parentalité pour le parent. Tout ce que j'ai voulu mettre en scène ce soir, c'est que comme la création de parentalité, la parentalité, c'est quelque chose qui circule au-delà des parents. En fait, vous faites déjà de la parentalité quand vous agissez en tant que professionnel. Et la question, c'est comment on peut mettre les parents en contact avec ça. Donc, si je devais répondre à la question, si vous voulez faire des actions de parentalité, faites de la réflexivité. C'est-à-dire la capacité à... Mais ça prend beaucoup de temps, hein, déjà. Ça prend même le temps, parfois, de prendre conscience qu'on ne fait pas les choses qu'on pourrait en faire. Mais c'est pas grave. On est en question, on ne peut pas venir à les choses. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Je crois qu'on va conclure. Euh, je vous remercie vraiment énormément d'avoir pris du temps pour nous, pour aborder ces notions-là auprès des professionnels qui étaient nombreux. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. À bientôt, bonne soirée à tout le monde.